car votre récompense sera grande dans le ciel. Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue dans l'autre débat, le premier débat de la campagne présidentielle 2017. Explicite est ravi de vous le proposer ici, dans les locaux du groupe Winepoint, qui a la gentillesse de nous accueillir ce soir. Ce débat, nous avons tenu à l'organiser modestement et sincèrement par souci démocratique. Les 11 candidats à l'élection présidentielle ont été invités. 2 ont finalement accepté de venir nous voir et de venir répondre à vos questions. Vous qui nous suivez ce soir, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, bonsoir. Bonsoir. Et Jacques Cheminade de Solidarité et Progrès. Bonsoir. Bonsoir à vous. Avant de revenir vers vous, quelques mots pour vous expliquer ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Philippe Poutou, qui nous avait dit qu'il serait avec nous ce soir, et ce, en dépit d'une grève menée dans son usine Ford, à Blanquefort, près de Bordeaux, a préféré rester dans sa région. Nicolas Dupont-Aignan, qui dit vouloir débattre, a lui préféré aller sur le plateau, entre autres ce soir, d'une émission de divertissement. Quant à François Asselineau et Jean Lassalle, ils n'ont pas souhaité débattre. Les 5 derniers candidats se retrouvent, eux, sur le plateau d'une chaîne de télévision. La particularité de ce débat ce soir sur Explicite, et vous en avez désormais l'habitude si vous avez appris à nous suivre, ça sera l'interactivité. Vous avez accepté de vous prêter à cet exercice bien particulier, puisque ce sont les citoyens, les internautes, vous, qui allez poser les questions ce soir à Nathalie Arthaud et à Jacques Cheminade, qui sont là sur Twitter avec le hashtag l'autre débat, et puis sur Facebook Live, nous sommes là, vous êtes là pour y répondre. Ça, c'est pour la philosophie de ce débat interactif. Ensuite, il y a les règles, 2 règles principales. La première, c'est l'équité du temps de parole, évidemment. On a une équipe de journalistes explicites qui est là pour veiller à la juste répartition du temps de parole entre vous deux. Et puis l'autre règle, c'est le tirage au sort, pour savoir qui allait répondre à la toute première question qu'on va vous poser dans un instant. Et le tirage au sort vous a désigné Jacques Cheminade pour être le premier à répondre. C'est donc vous, Nathalie Arthaud, qui aurait le dernier mot ce soir. Commençons par vous, donc Jacques Cheminade. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'évoquer les thèmes que nous avons choisi d'évoquer ce soir, quelques mots de présentation. Vous avez fondé ce parti, Solidarité et Progrès. Vous êtes le plus expérimenté des candidats. C'est votre 3e candidature. Vous avez 75 ans. Vous êtes le doyen des candidats. En 95, première candidature, vous obtenez 0,28% des voix et 0,25% il y a 5 ans, c'était en 2012. Les internautes qui nous suivent ce soir vous connaissent peut-être peu. L'occasion donc, avant de répondre à ces questions, de vous présenter. Qui êtes-vous au fond, Jacques Cheminade, et où voulez-vous emmener la France si vous êtes élu président de la République? Je combats toujours pour le travail humain, qu'on bafoue, qu'on manque, qu'on attaque, et pour que la France recouvre son indépendance pour défendre ce travail humain, la cause de l'humanité. C'est ce que disait Jaurès, c'est ce que disait aussi à sa façon De Gaulle, et il faut retrouver ce type d'engagement et de caractère. Et où voulez-vous emmener la France si vous êtes élu? Je vous repose la question. Vers une société où chacun puisse accéder aux plus hautes fonctions, chacun ait le droit de dire ce qu'il pense, comme il veut, où il veut, et chacun ait un travail qualifié qui puisse lui donner la joie de contribuer pour quelque chose aux générations futures et à la société qui vient et au bien commun de sa société. Nathalie Arthaud, à présent, je me tourne vers vous. Vous avez été la première, il faut le rappeler, à avoir accepté l'invitation dans ce débat. Nous tenions à vous en remercier. Vous êtes la porte-parole de Lutte ouvrière depuis 2008, si je ne me trompe pas, professeur d'économie et de gestion dans un lycée d'Aubervilliers. Vous avez 47 ans, c'est la 2e fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. La première, c'était il y a 5 ans, en 2012. Vous aviez alors obtenu 0,56% des voix. Même question qu'à Jacques Cheminade, les internautes vous connaissent peut-être peu. Qui êtes-vous, au fond, Nathalie Arthaud, au-delà de cette brève présentation, et où comptez-vous emmener la France si jamais vous accédez à l'Élysée? Alors, je ne vais pas jouer à ce jeu-là d'accéder à l'Élysée. Je sais très bien que je représente un courant minoritaire, mais en même temps, ce n'est pas non plus mon objectif. Voilà, je ne suis pas candidate pour aller à l'Élysée. Voilà, moi, je ne veux pas gérer les affaires dans ce cadre capitaliste qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Moi, je veux le renverser. Voilà, et je suis convaincue que les travailleurs, ensemble, collectivement,
peuvent effectivement renverser cette société qui est dominée par le pouvoir de l'argent et par une classe, la classe capitaliste qui le concentre en ses mains et qui impose une véritable dictature en fait sur toute l'économie et sur la société. Et dans cette élection, j'appelle simplement les travailleurs, les ouvriers, les salariés, les employés, les chômeurs à exprimer leur politique, leur perspective à l'opposé de toute celle qui est présentée par les différents grands candidats. Alors peut-être que certains de ces ouvriers vous poseront des questions ce soir. Commençons avec le premier thème. Oui, on commence tout de suite, Antoine, avec le premier thème de ce débat ce soir que nous avons choisi de formuler avec une question. Aurons-nous tous du travail demain ? Ça, c'est la question générale. Donc, vous pouvez poser toutes les questions qui vous intéressent concernant le travail, l'emploi, la protection sociale, la santé, etc. Première question d'Evelyne sur Twitter. Evelyne qui vous demande quel est votre projet pour faire baisser le chômage. Première préoccupation des Français. Jacques Cheminade. Bien, combattre ce capitalisme financier dérégulé, financiarisé, mondialisé, qui est une véritable dictature financière. Et qui s'exprime aussi dans le terrain culturel. Parce qu'il y a une dictature aussi sur le plan culturel. Et cette double dictature crée un corset, crée une situation où le travail est bafoué. Donc, il faut sortir de cette situation. Comment le faire ? Vite, parce qu'il faut faire vite. On est dans une phase où ce système est dans un moment de sa destruction, et cette destruction peut être très dangereuse, comme elle peut être excessivement prometteuse. Donc, vraiment prometteuse. Donc, il faut très vite proposer une conférence sur l'emploi en disant on réunit les gens qui peuvent donner de l'emploi, on réunit ceux qui ont besoin d'emploi et on voit comment on peut organiser une éducation, une culture, une formation professionnelle, un enseignement professionnel qui permettent de faire coïncider les deux choses. Alors évidemment, il faut du crédit public pour cela. Il faut un crédit qui est le crédit de l'État, pour pouvoir développer l'équipement de l'homme et de la nature. Si vous n'avez pas ce crédit-là, vous ne pouvez pas le faire. Or, ce crédit est aujourd'hui entre les mains des tenants de ce que déjà Marx appelait dans ce chapitre 25 fameux du dernier livre du Capital, le capital fictif. Et c'est un système de capital fictif. C'est un système qui ne crée plus ni de pouvoir, ni de réalité, il est purement comme un chien qui se mord la queue. On va vous demander, Jacques Cheminade, d'approcher un peu plus près votre micro pour qu'on vous entende bien. En plus qui est incapable d'assurer un avenir. Donc il est dans sa phase finale, c'est à nous de voir comment on peut organiser une société pour qu'elle croie à l'avenir. Et le problème, c'est rétablir chez tous ceux qui ont intérêt à mettre fin à un système, qui sont une vaste majorité, rétablir l'estime de soi, le désir de se battre. Et je pense que dans cette élection présidentielle, nous tentons d'amener ce esprit de combat contre l'occupation. Il faut une nouvelle libération. Et pour reprendre ce que quelqu'un disait, la vraie culture française, s'il y en a une, c'est une culture de la libération contre l'oppression. Faites allusion là au propos d'Emmanuel Macron. Changer de système économique, changer de système culturel également, faire coïncider les deux pour arriver à plus d'emplois. C'est votre proposition, Jacques Cheminade. Je me tourne vers vous maintenant, Nathalie Arthaud. Même question. Quel est votre projet pour faire baisser le chômage ? C'est pour nous la priorité. Et je crois que pour l'ensemble du monde du travail, c'est la priorité. Il faut un emploi et un salaire pour tout le monde. La première des choses, elle est toute simple, c'est d'arrêter cette hémorragie en interdisant les suppressions d'emplois, à commencer par ces entreprises qui font des bénéfices. Simplement, les suppressions d'emplois chez Peugeot, les suppressions d'emplois à la BNP Paribas, qui a réalisé 7,7 milliards de bénéfices et qui envisage de fermer des agences, de supprimer des emplois. Les suppressions d'emplois chez SFR, on les annule. On interdit ces suppressions d'emplois parce qu'à chaque fois, c'est des postes qui manquent pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et la deuxième mesure, c'est évidemment d'imposer la répartition du travail entre tous. On est confronté à une véritable aberration où ceux qui sont en emploi ont du travail par-dessus la tête, où c'est les cadences, où ce sont des horaires qui sont devenus délirants. Il faut rajouter le temps de transport à tout cela. Et effectivement, ils n'en peuvent plus. C'est vrai pour le privé, c'est vrai pour le public aussi. On a beaucoup parlé des hôpitaux où le personnel était à bout. Donc il faut effectivement répartir le travail, tout simplement en baissant le temps de travail de ceux qui ont un emploi et donc en embauchant à côté. Mais pour nous, c'est tout simplement la priorité
priorité dans les services publics, je l'ai dit dans les hôpitaux, mais dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Mais non, pas du tout. C'est pareil dans les transports. Donc il y a un très grand nombre d'emplois à créer dans la société et il faut effectivement prendre l'argent où il est, c'est-à-dire dans les profits. Bien sûr que ça coûtera de l'argent au grand patronat, mais moi je crois que ça n'a pas de sens de voir aujourd'hui cette bourgeoisie prospérer, accumuler des sommes inouïes. Il faut effectivement que ces bénéfices, que ces profits réalisés d'ailleurs par les travailleurs sur le dos des travailleurs servent d'abord et avant tout à l'emploi et au salaire. C'est l'une de vos propositions phares, Nathalie Arthaud, l'interdiction des licenciements. Il y a un certain nombre de citoyens sur Twitter qui vous demandent, à l'image de fans de Barta, est-ce que c'est vraiment possible d'interdire les licenciements ? C'est tout simple, c'est tout simple. Aujourd'hui, quel est l'obstacle finalement à ce que on empêche la BNP de supprimer des emplois ou qu'on empêche PSA, le groupe Peugeot, Citroën, de supprimer des emplois ? Eh bien, c'est simplement le désir, la volonté égoïste de quelques actionnaires qui en veulent toujours plus. Donc, c'est une question effectivement de contrainte. Nous pensons qu'il faut les obliger, qu'il faut leur interdire, qu'il faut effectivement les contraindre sous peine, s'ils ne veulent pas collaborer, s'ils ne veulent pas, s'ils n'acceptent pas cette mesure qui est une mesure de salut public, je le répète, eh bien, sous peine de réquisition, sous peine d'expropriation. Parce que si cette classe capitaliste prospère en ravageant des régions entières, en saccageant la vie de millions et de femmes, eh bien, on ne peut pas l'accepter. Autre question qui porte sur l'emploi et qui concerne les petites villes, ces villes à la périphérie des grandes agglomérations en France. Jacques Cheminade, une question posée par Marie-Hélène Stitch sur Facebook, la page Facebook d'Explicite. Que feriez-vous pour créer plus d'emplois pour les personnes qui habitent ces petites villes françaises ? Alors, je voudrais revenir sur la question passée pour souligner une chose. C'est la nature même de ce système capitaliste financiarisé de détruire l'emploi. C'est un destructeur de l'emploi. Il viole le préambule de la Constitution, notre préambule du 27 octobre 46, repris dans la Constitution de la 5e, qui dit « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Donc, nous avons des textes comme la déclaration de Philadelphie elle-même du 10 mai 1944. Le travail n'est pas une marchandise. Et les gens qui sont en place violent les textes qu'ils ont eux-mêmes négociés, signés, ratifiés, et maintenant ils les violent. Donc on a le droit, contre eux, de prendre des mesures parce qu'ils violent leurs propres règles du jeu. Alors pour libérer de l'emploi, et pour avoir de l'emploi partout en France, il faut rétablir, dans le cadre de cette entreprise de libération contre l'occupation financière, un véritable aménagement du territoire. Aujourd'hui, vous avez des travailleurs qui perdent leur emploi. Ils perdent leur emploi dans un lieu où il n'y en a pas d'autre. Donc ils sont assignés à résidence sur leur maison, le prix de leur maison s'effondre et qu'ils ont encore des traites à payer. Donc il faut, par tous les moyens, recréer de l'emploi dans l'ensemble du pays. Ce qui suppose une politique à la fois nationale et en même temps, à l'intérieur de la France, donner plus de moyens aux élus locaux qui doivent se battre pour rétablir cet emploi. Donc ça joue dans les deux cas, à la base et au sommet. Il faut rétablir cette politique-là et redonner aux communes leur réelle indépendance et leur réel moyen d'opérer. Aujourd'hui, on les étouffe. La loi NOTRe est une loi qui les étouffe. Donc il faut sortir de cet étouffement et passer à une politique de développement. Et pour ça, évidemment, il y a une agence que les socialistes ont créée, la Banque publique d'investissement, mais avec trop peu de fonds. Il en faut beaucoup plus, et cette Banque publique d'investissement doit en priorité défendre ce type d'entreprise dans le cadre d'une banque nationale à rétablir. Une question, Jacques Cheminade. Vous dites qu'il faut libérer la France de l'occupation financière. Avec quel argent, si ce n'est pas l'argent qu'on trouve sur les marchés financiers, financer vos l'argent, mesures ? ça se crée. Vous avez un système aujourd'hui. Regardez, Mario Draghi, qui dirige la Banque Centrale Européenne, 80 milliards tous les mois pour ce système financier, pour ce système bancaire. Bon, moi je dis, il faut 100 milliards par an pour créer l'emploi en France, pour créer 1 million d'emplois par an. Et oh, c'est trop, c'est impossible. Mario Draghi, par an, 80 milliards par 12, ça fait 960 milliards. Si la France représente 12% du produit intérieur brut européen, ce que Draghi fait par rapport à la France, c'est environ 115 milliards. C'est beaucoup plus que les 100 milliards qu'il faudrait pour créer 1 million d'emplois chaque année. Mais pour faire cela, évidemment, il faut faire sauter le verrou financier et il faut faire sauter le verrou culturel. C'est-à-dire que cette société qui vit sur elle-même, dans l'autosatisfaction, il faut y mettre fin.
On va continuer avec les questions des internautes. Juste, Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud, quand on vous entend sur ces premières réponses, on se dit qu'il peut y avoir des points de convergence entre vous sur la nécessité d'un État fort et interventionniste pour régler la problématique du chômage. Est-ce que vous pouvez tomber d'accord sur un ou deux points là-dessus ? Non, moi je ne crois pas ça. Je crois que c'est un combat, c'est une lutte que les travailleurs ont à mener contre ceux qui décident aujourd'hui des licenciements. Vous savez, c'est pas des mesures c'est pas le Saint-Esprit. Hein. Quand il y a des usines qui ferment, quand il y a des suppressions d'emplois dans tous ces secteurs-là, ce sont des hommes et des femmes en chair et en os qui le décident, et qui le décident pourquoi ? Eh bien, pour augmenter leur rentabilité, pour augmenter leur profit à la fin. C'est un choix de classe. Vous savez, il y a une véritable guerre sociale, mais qui est menée par une classe, la classe capitaliste qui concentre les capitaux pour prospérer. Eh bien oui, elle aggrave l'exploitation. Donc elle concentre le travail sur de moins en moins de salariés, et les autres, elle les met sur le carreau. Donc moi, j'appelle les travailleurs à se battre avec leur force collective, avec leur nombre, avec leur conscience. Moi, je crois que c'est comme cela que, effectivement, on inversera la situation. Parce que l'argent existe. L'argent existe dans ces entreprises. Vous savez, quand elles ont réalisé... j'ai regardé rien que Sanofi. Sanofi a distribué en 2016, pour l'exercice 2015, 6,6 milliards de bénéfices de dividendes très exactement à ses actionnaires. 6,6 milliards. Et bien, avec cet argent, Sanofi aurait pu multiplier par 2 le nombre de ses salariés à l'échelle du monde, multiplié par 2, vous voyez ? Donc on aurait pu effectivement créer le double d'emplois sur ce groupe. Ça veut dire des dizaines, ça veut dire des centaines de milliers d'emplois pour que justement tout le monde accède à un emploi. Et moi je crois que dans cette société, vous savez, un emploi, c'est le seul véritable droit qu'ont les exploités, c'est de pouvoir travailler pour gagner leur croûte tout simplement. Et bien même ce droit élémentaire là, vous voyez, il est dénié, hein, et c'est le combat. C'est une question de rapport de force. Question de Jonathan, qui se demande comment avoir des entreprises compétitives si elles sont contraintes dans leur stratégie par l'État. Vous savez, ce combat qu'il faut mener, dont parle Nathalie Arthaud, il faut le mener, mais il y a un combat international aussi. La France ne peut pas le mener tout seul, ce combat-là. Il faut se battre à l'échelle du monde et avoir une politique internationale dont on ne parle pas dans cette élection présidentielle, pas du tout. On va en parler. Très peu. On va en parler ce soir sur Explicit. Dans cette élection, si, jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas penser qu'on peut complètement changer la règle du jeu. Et changer la règle du jeu, ça veut dire que c'est pas un État qui peut le faire, bien entendu. C'est les gens qui combattent à l'intérieur de cet État. Et l'État n'est pas la solution de tout. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, moi je pense qu'il faut le faire. Mais on ne résoudra pas tout avec ça. Il faut penser au nouveau système qu'on mettra en place. Et on peut critiquer le système actuel, il mérite d'être totalement critiqué. Je pense que le faux communisme de l'Est s'est effondré. Maintenant, le faux libéralisme de l'Ouest va s'effondrer aussi. Et il faut préparer ce qui viendra. Et ce qui viendra ne peut pas être décidé dans un seul pays. Donc là, il y a une politique internationale à mener qui dépasse tout ce qu'on peut penser de l'Europe, qui va jusqu'à l'échelle du monde. Et De Gaulle disait un jour dans son discours à Mexico que la France n'a de sens, la patrie n'a de sens que si elle sert la cause de l'humanité par le progrès économique et social. Bon, on ne l'a pas fait. C'est le moment de le faire. L'autre débat sur Explicit, l'autre débat de la campagne présidentielle. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est quasiment 20h45. Nos deux débatteurs ce soir, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, Jacques Cheminade de Solidarité et Progrès. Continuons à parler avec vous de travail, d'emploi, avec cette question d'un certain Charles Baudelaire, joli pseudonyme sur les réseaux sociaux, et qui s'adresse à vous, Nathalie Arthaud. Que pense Nathalie Arthaud de la socialisation de l'ensemble du travail pour permettre le revenu universel ? C'est l'une des propositions phares d'un de vos concurrents, Benoît Hamon. Alors d'abord, moi je voudrais bien éclaircir mon propos. Moi je ne parle pas de la France. Je pense que justement, il y a deux mondes, deux classes qui s'opposent, qui ont des intérêts qui sont inconciliables. D'un côté, effectivement, une classe capitaliste qui prospère, qui accumule toujours et encore sur la base de l'exploitation, sur la base du travail et du vol du fruit du travail de millions et de millions de salariés. Donc moi, j'appelle effectivement les travailleurs simplement à se battre pour leurs droits.
droits. Voilà, ça c'est une première des choses. Et leurs droits, je crois que ça commence par un emploi. Et je ne suis pas d'accord avec effectivement même le principe du revenu universel et avec tout le raisonnement de Benoît Hamon quand il explique qu'il y aura de moins en moins de travail du fait de la mécanisation et que donc il y aura de plus en plus de chômeurs, n'est-ce pas? Et qu'il faut quand même bien leur verser une petite aumône. Alors on ne sait plus tellement d'ailleurs à combien elle s'élève, etc. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est l'acceptation du chômage, ça. Donc moi je suis non pour lutter effectivement pour que chacun ait un emploi, pour que chacun ait un salaire, parce que je crois que le travail c'est pas seulement justement de quoi boucler les fins de mois, payer son loyer, c'est aussi de la dignité. Je crois que tout le monde dans cette société doit pouvoir être intégré à une activité utile en fonction de ses moyens, y compris ceux qui sont handicapés, y compris ceux qui sont invalides, parce que souvent d'ailleurs ils ont fait des boulots difficiles qui les ont cassés. Il faut aussi qu'ils soient intégrés à l'activité. Donc on répartit le travail entre tous, on baisse effectivement les heures de travail, mais on accède tous et on prend chacun part à l'œuvre collective en quelque sorte. Mais ça, je suis bien consciente que pour l'obtenir, il va falloir une levée en masse des travailleurs, parce qu'il va falloir l'imposer. La politique aujourd'hui des grands groupes capitalistes est exactement l'inverse, parce qu'il n'y a que leur profit, que leur enrichissement individuel qui compte. Eh bien, moi j'appelle les travailleurs à prouver cet objectif-là, parce que sans cela, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais c'est 7, 8, 9 ou 10 millions. Il faut empêcher cela et inverser la situation au travers d'un rapport de force. Il faut un réveil de la classe ouvrière. Puisqu'on parle du revenu universel et que c'est l'un des sujets de cette campagne, Jacques Cheminade, votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut réfléchir à l'instauration d'un tel revenu? Ou bien escroquerie ou bien un aveu. C'est l'aveu que ce système financiarisé, du capitalisme financiarisé, est par nature incapable de créer l'emploi. Et ce qui est très grave, c'est que ce système financiarisé, a pris le contrôle, à travers les réseaux de Wall Street, après des réseaux militaires, a pris le contrôle de ce qu'on appelle GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Il a pris le contrôle de toute l'économie du numérique et de la robotique. Mais il faut redonner le pouvoir au peuple, et il faut redonner le pouvoir sur ces institutions. Parce que si vous regardez ce qu'elles font, en effet, elles considèrent le travail comme un coût, ce qui est scandaleux, ou le travail comme une variable d'ajustement. Elles le disent même, en privé, parfois même en public. Donc il faut mettre fin à cela, et la bataille principale, elle est contre cette conjonction de ce monde du capitalisme financiarisé, dérégulé, avec les sociétés, ce que j'appellerais de Silicon Valley, ou les sociétés que j'appellerais ici qui draillissent. Donc Monsieur Drahi, c'est la même idée. C'est ce secteur-là qui représente le cœur de ce système d'un capitalisme financiarisé, destructeur et prédateur. Donc c'est là, contre eux, qu'il faut mener le combat prioritaire. Et pour ça, il y a des tas de mesures à prendre. Il y en a une que je vois tout de suite. Il faut plus d'inspecteurs du travail, plus de médecins du travail. En France, on a bafoué ces deux professions. Et une des choses qui permettra de développer la lutte, c'est de développer ces professions-là en particulier. Nous allons rester encore quelques minutes à parler d'emploi, de travail, de retraite. Le temps passe et nous avons beaucoup de choses à évoquer avec vous. Nous allons parler de culture et d'éducation, de relations internationales, entre autres, et de sécurité également. Une question, vous y faisiez allusion, Jacques Cheminade, sur l'intelligence artificielle, les robots également. C'est une question posée sur Twitter par J. Carton. Que comptez-vous pour adapter l'économie à l'arrivée inéluctable de cette intelligence artificielle? On pense d'ores et déjà aux robots qui occupent les usines depuis plusieurs décennies maintenant. Nathalie Arthaud. Mais ces robots, il ne faut pas les voir comme des ennemis ou comme des concurrents. Il faut, encore une fois, qu'on parte, nous, de nos besoins. S'il y a des robots, des machines qui soulagent le travail des hommes, on devrait tous s'en réjouir. Pourquoi est-ce un drame et une catastrophe dès qu'on installe une machine ? Parce que le grand patronat en profite pour supprimer les emplois, parce qu'il en profite pour faire encore plus d'argent sur le dos de ceux qui restent au travail. Et vous avez la même crainte avec l'intelligence artificielle ? Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc de toute façon, le problème c'est que il faut qu'on mène ce combat. On ne peut pas laisser une minorité capitaliste, une classe qui est de plus en plus parasitaire, qui est minoritaire, qui est irresponsable, diriger cette société, parce qu'effectivement, on court à la catastrophe avec ce chômage de masse, avec l'exploitation pour les uns, la marginalisation pour les autres. Donc, s'il y a tous ces progrès-là,
parce que y compris ces robots, cette mécanisation, l'intelligence artificielle, elle produit des richesses. Ben, ça veut dire que tout le monde devrait pouvoir en profiter. Donc il faut absolument empêcher qu'une minorité accapare tout cela pour son compte. Et il faut revendiquer notre dû. La société, on ne peut imaginer une société harmonieuse qu'ainsi, que si effectivement chacun accède à un emploi, à un salaire correct, à l'éducation, à un logement, à la possibilité de se soigner, effectivement, avec tous les progrès de la médecine actuelle. Donc, c'est vraiment le combat que les travailleurs ont à mener, parce que moi, je suis toujours frappée de voir à la fois d'un côté les potentialités immenses de cette société. On n'a jamais été aussi riche, aussi plus avec ses avancées. Enfin bon, on est capable de réaliser des prouesses incroyables. Et en même temps, on ne nous parle que de crise, de déficit et de sacrifice. Et on nous met dans la tête qu'il faudrait accepter de vivre moins bien que nos parents, qu'il faudrait accepter d'être plus pauvre, d'être de travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans. Enfin bon, eh bien non, il faut effectivement être conscient que toutes ces richesses-là, ce sont les travailleurs qui les produisent tous, que c'est nous, les progrès de la médecine, les progrès des transports, ce sont nous les travailleurs qui faisons tout. Donc on a des droits dans cette société et il faut se battre effectivement pour les revendiquer. Jacques Cheminade, même question. Comment vous adaptez l'économie à l'arrivée de cette intelligence artificielle ? La question à se poser, la vraie question à se poser, c'est comment aujourd'hui on cherche à, disons, rendre les gens dans un état de servitude volontaire. Et je cite quelqu'un qui est le président du centre de psychométrie de Cambridge en Angleterre, qui a une très grande influence dans la politique américaine en particulier, dans l'organisation des réseaux, dans les manipulations, et qui dit la chose suivante lui-même. Un ordinateur peut effectivement faire de la psychologie, il est capable de prédire et potentiellement de diriger le comportement humain. C'est comme cela que se déroulent les lavages de cerveau. C'est incroyablement dangereux, d'autant que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On arrive à modifier leurs attitudes sans qu'ils en aient conscience. Et en effet, pour se préserver de cela, c'est dans le combat qu'on peut se préserver de cela. C'est pas dans la passivité. Et il faut recréer cet ébat de combat dans l'esprit des gens. Ça, c'est la partie du combat contre l'occupation culturelle. Et cette occupation culturelle, même un pape, Jean-Paul II, avait dit, c'est une culture de la mort. Et ce n'est pas faux. Si vous regardez les jeux vidéo ultra-violents, vous voyez la promotion de cette culture de la destruction, de la violence, de l'irrationnel. Et il faut réintroduire un état de raison et un état de connaissance qui redonne aux gens qui se battent la confiance en eux-mêmes. C'est cette confiance en eux-mêmes qu'il faut rétablir. Vous utilisez depuis le début du débat, Jacques Cheminade, des termes assez forts qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Occupation financière, occupation culturelle. Qu'est-ce que c'est pour vous précisément l'occupation culturelle ? L'occupation culturelle, ça veut dire que on ne pratique pas une culture qui épanouit, qui développe, une culture qui permet aux enfants en maternelle d'avoir des mots pour dire ce qu'ils pensent. On les laisse avec un nombre d'enseignants insuffisant dans des salles trop grandes. Ensuite, on les aide pas en CP pour se remettre au niveau, en CM2 non plus. Ils vont jusqu'à la 6e, puis jusqu'à la 3e, et certains y vont sans avoir la formation, sans avoir les compétences, sans avoir le savoir. Qui occupe ? Parce que s'il y a occupation, il y a un occupant. Donc... Un occupant, vous savez, c'est toujours indirect si vous regardez la période de la résistance. C'était exister, c'est résister. Et aujourd'hui, il faut plus que résister. Il faut offrir un monde de demain qui sera un monde dans lequel les gens ont le sens qu'ils vivront mieux. Vous savez, tout à l'heure, vous disiez qu'on essaye de rendre les gens pessimistes, c'est absolument vrai. Mais les gens sont malheureusement pessimistes. Les 2/3 des Français pensent que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront moins bien qu'eux. Dans cette état de choses, il n'y a pas de république. Donc il y a un combat à poursuivre, qui est un combat dans l'ordre de la culture, pour redonner confiance, et un autre combat qui est dans l'ordre financier, pour qu'on retrouve un pouvoir qui permette de mettre au pas ce système financier. Alors, ça doit être une alliance assez vaste, je pense. Il faut des salariés, il faut des indépendants, il faut des travailleurs de toute nature qui s'unissent contre ce pouvoir-là, et même, je dirais, des TPE et des PME qui n'ont rien à voir avec les entreprises du CAC 40 ou les 4 ou 5 grandes banques qui forment le cœur de ce système d'occupation. On va venir aux questions d'éducation et de culture. Vous aurez l'occasion de vous exprimer là-dessus, Nathalie Arthaud, mais je voudrais quand même qu'on évoque encore deux sujets, celui des classes moyennes et des retraites, avant de clore ce premier chapitre. Première question de Noémie. Que sont pour vous les classes moyennes et que comptez-vous faire pour cette classe oubliée, Nathalie Arthaud ? Alors c'est vrai que
ça a été une invention, hein, cette expression, les classes moyennes, pour ne plus parler de classe ouvrière. Voilà, parce que aujourd'hui, ceux qui se définissent comme classe moyenne sont ceux qui ont un emploi, sont ceux qui gagnent autour du SMIC, de 1300 €, etc., etc. Et je crois que c'est un piège, hein, c'est un piège de considérer que voilà, il y a différentes strates de travailleurs, la classe ouvrière, les classes moyennes, et puis les classes supérieures, etc. Et que chacun a des intérêts particuliers. Moi, je crois qu'au contraire, hein, la force du monde du travail, c'est d'être unis derrière la conscience, d'être exploité. Alors bien sûr, à des niveaux différents. Quand on est femme de ménage et quand on est pilote d'avion, on n'est pas exploité de la même façon, y compris quand on est enseignant comme moi. Hein, c'est sûr qu'on n'est pas traité de la même façon. Et en même temps, notre sort, il est commun, parce que quand on veut une augmentation de salaire, eh bien, il faut se battre. On peut être licencié comme des journalistes, et il faut se battre. Et vous voyez, c'est cette conscience-là que moi je veux justement remettre en avant, parce que c'est avec cette conscience-là que les travailleurs ont gagné leur meilleur combat et ont réussi à faire avancer leurs conditions. Moi, j'appelle dans cette élection à ne pas se laisser abuser par ces candidats qui prétendent pouvoir transformer le sort des travailleurs demain, mais qui ne sont que des pantins, dont les ficelles sont tirées par cette classe capitaliste, parce qu'au bout du compte, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Et ça, on le voit d'élection en élection. Tous les gouvernements ont été essayés, on a eu toutes les couleurs, hein. Et puis au bout du compte, c'est toujours les mêmes qui dominent et qui décident dans leur entreprise, hein, si je veux licencier, fermer, changer les horaires, ne plus produire, ne plus investir, Donc en fait, cette classe capitaliste, elle domine. Et moi, je pense que les travailleurs, ils ne sont pas voués à subir. C'est eux qui en réalité fabriquent ces super profits, c'est eux qui font prospérer, hein, cette bourgeoisie. Et donc ils sont capables d'imposer, de s'imposer, d'imposer leur droit, à condition qu'ils en aient conscience et qu'ils aient confiance effectivement dans leur force collective, ce qui signifie d'abord ne pas accepter toutes ces divisions. Je reviens à des considérations beaucoup plus prosaïques. Vous avez évoqué le SMIC, Nathalie Arthaud, dans ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, il est de 1150 € par mois. Si vous arrivez au pouvoir, même si on a bien compris que ce n'est pas ce que vous visez, vous, personnellement, à combien vous mettez le SMIC ? Moi, je pense que l'objectif, hein, pour effectivement vivre correctement, c'est 1800 € net par mois. Voilà, tout simplement. Jacques Cheminade ? Je suis très proche de ce chiffre-là, c'est 1700. C'est un minimum, mais ça ne veut rien dire, parce que c'est le pouvoir d'achat qui compte. Pouvoir d'achat pour quoi faire ? Pour pouvoir accéder à une culture qui est une culture de la connaissance, une culture qu'on trouvait dans les palais de la découverte, une culture que Léo Lagrange, que Jean Le Villard concevaient. Il faut revenir à cette culture-là. Et c'est dans cette culture-là que les travailleurs trouvent confiance, parce que c'est leur culture. Beethoven disait, je n'écris pas, je ne compose pas pour les gens de mon temps, je compose pour les générations futures. Aujourd'hui, la crise est tellement grave et tellement immédiate qu'il faut œuvrer pour ceux qui sont là. C'est là la différence avec d'autres moments de l'histoire. Et la crise s'est énormément accélérée, en même temps qu'il y a énormément de moyens à l'horizon. Imaginons le numérique, la robotique, le 3D, les nanotechnologies, mis à profit d'une politique de la vie, du développement, de la création humaine, du travail. Eh bien, à ce moment-là, on a un monde formidable devant nous. Pourquoi il n'est pas fait ? Parce qu'il y a une minorité qui accapare le pouvoir. Alors cette minorité est mutante. Elle ne se définit plus comme une classe capitaliste, elle se définit comme quelque chose qui est fatal, qui est nécessaire, qui est indispensable. Et c'est ça qui est absolument faux. Faux. Et c'est la culture qui permettra de lever le voile et de dire, voyez ce qu'il y a derrière cela. On va y venir à la culture. Une dernière question. D'Evelyne, qui est retraitée depuis 3 ans et qui nous demande sur Twitter, je n'ai pas eu 1 centime de revalorisation donc depuis 3 ans. Que comptez-vous faire pour les retraites ? Mais oui, ce n'est absolument pas normal, parce que il y a entre les salaires, les retraites et puis les prix, il y a une course perpétuelle et on perd toujours du terrain, parce que justement, c'est toujours les travailleurs qui sont sacrifiés, hein, dans cette affaire. Et vous voyez que les capitalistes, ils peuvent fixer leurs prix, ils peuvent augmenter leurs prix, hein, mais nous, pour augmenter nos salaires, nos pensions de retraite ou les allocations, il faut se battre. Voilà. Et moi, je pense que oui, bien sûr que l'objectif d'indexer les salaires, hein, sur les prix, les pensions de retraite sur les prix, est un objectif indispensable. Et ça nécessite, à mon avis, justement un autre objectif pour lequel il faut se battre, c'est-à-dire la transparence des comptes des entreprises. Il faut que les travailleurs puissent mettre leur nez
dans les décisions, dans les vraies comptabilités de nos entreprises, qui puissent justement voir comment ils jouent avec les prix, comment où va l'argent, pourquoi il y a tous ces bénéfices, tous ces profits qui sont réalisés, et pourquoi il y a des suppressions d'emplois, pourquoi on nous explique qu'on peut jamais augmenter les salaires, combien ils versent aux banques, combien ils touchent de l'État, parce que l'État verse à fond perdu dans ces grands groupes capitalistes. C'est 41 milliards, je vous rappelle, le pacte de responsabilité, 41 milliards qui ont été donnés dans ces grandes entreprises. Où sont-ils passés ces 41 milliards? Vous savez, voilà, dans les profits du CAC 40, c'est ça la réalité. Alors voilà, c'est aussi permettre aux salariés qui sont dans les entreprises, justement, d'imposer la transparence, le contrôle sur les comptes et sur les décisions des entreprises. Voilà comment on sera en situation, effectivement, de véritablement se défendre contre les attaques quotidiennes, contre notre pouvoir d'achat, contre nos emplois. Voilà. Oui, 2 points sur cela. Le scandale, on peut le mesurer en regardant que c'est 801 €, ce qu'on appelait le minimum vieillesse. Aujourd'hui, c'est l'ASPA. Alors que le seuil de pauvreté, c'est 1008 €. Donc, on a fixé un minimum vieillesse à peu près 20% en dessous du seuil de pauvreté. C'est absolument scandaleux dans la société où on vit. Il y a des retraités dans l'artisanat, dans l'agriculture en particulier, qui gagnent beaucoup moins. Et leurs femmes, lorsque leurs maris sont décédés, gagnent encore moins. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, si vous avez au-dessus, vous avez un système où avant, dans une certaine mesure, la bourse permettait de financer certaines entreprises de façon injuste, avec de l'exploitation, mais elle permettait de financer. Aujourd'hui, c'est fini. Les bourses sont sous influence. Elles sont gérées par des algorithmes. Et qui plus est, ces algorithmes sont payés ou sont financés par le crédit impôt recherche dont bénéficient les grandes banques. On est à un système de fou qui marche sur la tête. Vous suivez l'autre débat de la présidentielle sur Explicit. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Un grand merci à vous. Restez avec nous. Posez-nous vos questions sur Twitter avec le mot dièse, le hashtag l'autre débat, tout attaché, ou bien sur la page Facebook Facebook Live, où vous pouvez nous suivre en direct. Deuxième thème après l'emploi, après le travail, l'éducation, la culture. On a commencé à en parler un peu avec vous deux depuis le début de ce débat. Et cette grande question qui va dominer nos échanges dans les minutes qui viennent, comment réduire les inégalités en termes d'éducation et en termes de culture. La France est l'un des pays où le milieu social influe le plus sur les résultats scolaires. C'est ce qui ressort notamment de la dernière enquête PISA menée par l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Comment faire donc pour tenter de réduire ces inégalités? Nathalie Arthaud. Mais il faut des moyens et il faut embaucher des enseignants, embaucher des aides, des ATSEM dans les écoles. Il faut commencer bien sûr par les écoles, les collèges et de façon massive. Les ATSEM, ce sont ces aides. Voilà, qui travaillent en école maternelle en particulier et qui sont très précieuses. C'est des aides très précieuses pour les enseignants. Et oui, parce que là, on parle de jeunes, d'enfants qu'il faut entraîner. Souvent, y compris, c'est des enfants qui ont besoin parce que leurs parents n'ont pas pu faire d'études ou parce que leurs parents ne maîtrisent pas forcément bien le français, qui ont besoin que l'école leur apporte tout cela. Et donc, il faut effectivement baisser le nombre d'élèves par classe et donc embaucher des enseignants. Moi, j'entends que sur l'éducation nationale, il y a toute une série de faux débats. Alors, on nous parle de remettre en place l'uniforme à l'école, on nous parle des rythmes scolaires, on nous parle d'un tas de choses, mais de la carte scolaire, mais pas de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est effectivement de pouvoir travailler en petits groupes, de pouvoir s'occuper de chacun des enfants, de pouvoir lui donner, l'entraîner sur la base de ce qu'il rend, d'attiser sa curiosité, l'envie d'apprendre. Et ça, je suis convaincue. Moi, je suis enseignante et je travaille à Aubervilliers, dans un quartier défavorisé. Je sais qu'on peut entraîner les jeunes, les enfants à tout cela, à condition d'en avoir les moyens. Voilà. Donc oui, moi, je pense que l'argent qui existe dans la société, et je trouve scandaleux de voir que le gouvernement, au lieu de réserver l'argent public justement à l'éducation nationale, au transport, à la santé, s'en servent pour encore inonder le grand patronat sans condition, sans aucune surveillance, parce que cet argent-là, il devrait servir, et ça serait effectivement une richesse pour toute la société.
Jacques Cheminade, comment on réduit les inégalités à Je l'école? pense que ça suffit pas. Parce qu'on a un enseignement qui n'émancipe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait apprendre aux enfants des formules, on leur fait apprendre des choses comme si elles venaient de l'extérieur. Et on ne favorise pas l'esprit de découverte, l'esprit d'émancipation. Les méthodes Montessori, les méthodes Freinet, tout ça, certains enseignants le font, les bricoles le font très bien. Donc cela, il faut les encourager. Et il faut que ça remonte jusqu'à ce qu'on appelle le mammouth. C'est plus que du bricolage, hein. Il existe de nombreuses écoles Montessori en bricolage, France. dans le travail quotidien, ils ne sont pas soutenus. Ils font les choses par eux-mêmes, c'est un effort personnel qu'ils font. Mais donc, parfois, il y a des groupes qui les soutiennent. Pas d'investissement dans l'éducation? Si, bien sûr que si. Il faut un investissement, il faut augmenter très vite les salaires des enseignants de 200, 300 euros, très vite. Ils ne gagnent pas assez. On est le pays qui paie le moins les enseignants en Europe, pratiquement. C'est scandaleux. On est pire que les autres. Et tout l'enseignement français est structuré pour créer le haut de la pyramide, des gens très compétents pour gérer le système, mais pas les créateurs dans le haut de la pyramide. Et le reste, on le néglige. Et on le néglige volontairement. C'est une politique volontaire. Alors, qu'elle soit consciente toujours ou non, des fois elle l'est, des fois elle l'est pas. Mais pour ceux qui maîtrisent et organisent ce système, oui, elle est parfaitement consciente. Et c'est lié à ce système d'occupation financière, parce que si les gens, ce système d'occupation financière, c'est en nombre très peu de gens, donc s'il y avait une véritable révolte contre ces gens, cette révolte pourrait l'emporter. Mais il faut qu'elle soit pensée, qu'elle pense en termes de l'alliance avec d'autres dans d'autres pays. Il faut en même temps qu'elle pense en termes du système qu'elle va organiser nouveau, qui sera un système de création, d'émancipation, où l'enseignant essaiera de trouver chez les enfants tout ce qui développe une capacité d'innover, de connaître, de comprendre, et pas de dire « fais ce que je fais et suis-moi ». Des questions nous arrivent sur ce thème, hein, sur Facebook et sur Twitter. Une question posée par Arthur Imbert sur Facebook. À vous deux, quel est votre avis sur la réforme des rythmes scolaires qui a été très critiquée au cours des dernières années? Nathalie Arthaud. Mais je crois que justement, à partir du moment où on essaye de changer un certain nombre de choses, mais sans avoir le préalable, c'est-à-dire les moyens humains d'abord, les moyens en encadrement, en compétences, tout ce qui pourrait être de cet ordre-là, hein, les rythmes scolaires, parce que l'idée de dire que l'après-midi on puisse ouvrir offrir aux jeunes, aux enfants diverses activités. Pour cette question, Nathalie Arthaud, quel est votre rythme idéal pour les élèves, les écoliers d'une classe de CE1 par exemple? Non mais sans doute que le rythme idéal, c'est de travailler un petit peu plus le matin, moins l'après-midi, hein, en tout cas d'utiliser les heures de concentration utiles, 9h, 11h30, d'abord cela, effectivement de façon régulière, mais encore une fois, le problème c'est que si on oublie... C'est une bonne réforme, mais on n'a pas mis les moyens nécessaires. Si on oublie l'essentiel, c'est-à-dire comment on accueille les enfants, à quoi justement on les occupe l'après-midi, comment on leur ouvre véritablement des fenêtres sur le monde. Hein. Vous savez, de ce point de vue-là, les inégalités se sont creusées d'école en école, parce qu'effectivement, dans certains endroits, les élèves enfilent des perles, quant à d'autres, ils vont découvrir l'équitation et au travers de cette activité, effectivement, apprennent toute une série de choses, y compris la confiance en eux. Donc, ça creuse en réalité les inégalités, parce que dès qu'on veut faire ce genre de choses, sans mettre les moyens, oui, on condamne les quartiers pauvres, les communes déjà en difficulté, à offrir une sous-éducation aux enfants. Donc, voilà, on peut pas faire comme ça du bricolage. Il faut une véritable volonté. Et puis, tant que ceux qui gouvernent veulent d'abord et avant tout servir le grand patronat, la bourgeoisie qui le demande, on n'y arrivera pas. Donc encore une fois, c'est un combat aussi global qu'il faut mener. On continue de parler de culture et d'éducation avec Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade, qui ont accepté de se prêter à l'exercice que leur a proposé Explicit, de répondre à vos questions. Chers internautes, on vous encourage à continuer à les poser ces questions. Une question de Pierre. C'est deux questions en une. Quelle sera votre politique de recherche si vous êtes élu à la présidence de la République, et quel doit être le rôle de l'État dans la culture? La politique de recherche, il faut au moins 3% du produit intérieur pour la recherche, comme 2% pour la culture. Là, il faut monter très vite, parce que c'est là qu'est le degré de libération
peut éprouver lorsqu'on voit qu'on prend soin de vous, de votre avenir, de ce qu'on va faire. Alors, il y a des choses qui se passent plus directement dans le quotidien des classes. Il y a dans beaucoup d'endroits en France des enfants qui arrivent en classe qui n'ont pas pris de petit déjeuner, qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes d'ouïe, qui ont des problèmes divers, de dentisterie très souvent. Il faut très vite avoir des infirmiers et des médecins qui assurent gratuitement tous ces soins-là. Et ces enfants à qui on montrera qu'on s'occupe de leur santé sont des enfants qui reprendront confiance en eux-mêmes parce qu'ils auront le sens, qui sont appréciés, qui sont vus pour ce qu'ils doivent devenir. Et évidemment, dans l'enseignement, il faut exactement la même chose. Alors, je sais beaucoup d'enseignants le font, mais au sommet, on voit en effet tous ces changements qui sont très souvent des changements d'apparence. Et moi, si je suis pour une mesure qui me paraît fondamentale, c'est de rétablir vraiment les études où les enfants de milieux favorisés et de milieux qui sont moins favorisés seront ensemble, avec quelqu'un qui pourra les guider. Les heures d'études après les heures de classe. Les heures d'études après les heures de classe, qui me paraît très important, où on pourra, avec quelqu'un, l'enseignant qui les suit, qu'on pourra travailler ensemble, faire une éducation mutuelle et parvenir à un enseignement qui est très différent de l'enseignement en France, qui est de classer, de monter dans la pyramide sociale au détriment des autres. Et là, ça créera un esprit de collectif, un esprit d'ensemble où on arrivera à un progrès généralisé. Plus le tutorat, bien sûr, plus des mesures de suivi, mais où ça doit se faire beaucoup mieux ensemble qu'en isolant certains pour les faire rattraper les autres, ce qui crée très souvent une situation de démoralisation chez les enfants. Nathalie Arthaud, peut-être sur cette mixité sociale à l'école, comment on fait pour l'imposer si vous pensez que ça doit être le cas, et puis sur la question que je reformule, quelle politique de recherche et quel rôle de l'État dans la culture? Non, mais moi je crois que la mixité sociale, à partir du moment où la société est gangrénée par des inégalités, où il y a des ghettos, où il y a des villes qui concentrent la pauvreté. Prenez Aubervilliers. Qu'est-ce que ça veut dire la mixité à Aubervilliers? Vous croyez qu'on va faire venir des enfants du 16e arrondissement pour aller dans les écoles d'Aubervilliers? Et combien même on le ferait? Qu'est-ce que ça? Vous croyez qu'ils se mélangeraient et vous croyez que tout ça qu'ils apprendraient quoi par diffusion? Non. Non. Ce qu'il faut, c'est lutter contre les inégalités. Voilà. Moi, je n'accepte pas cette division de la société avec des pauvres d'un côté, et des riches de l'autre. Voilà. Moi, je milite pour transformer ça, pour la changer cette société, et pas pour essayer de bricoler, en disant il y a des inégalités, mais il en faut un peu moins, et puis quand même que les jeunes, on n'aura pas le choix. Voilà, si on ne change pas cette société radicalement en visant ceux qui aujourd'hui sont responsables de la situation, et j'insiste, oui, sur une classe qui possède toutes les richesses. Et quand je dis ça, ce n'est pas un fantasme. Aujourd'hui, en France, il y a 500 personnes qui possèdent 460 milliards à elles seules, c'est-à-dire plus que le budget de la France. Là, on parle de la recherche, mais vous vous rendez compte l'argent qu'il y a là, alors que la recherche, elle a elle doit se satisfaire de très très peu d'argent. Moi, je parle de 20 personnes qui possèdent 21 milliardaires, qui possèdent autant que 20 millions de femmes et d'hommes. Et non seulement ils possèdent énormément d'argent, mais ils concentrent du coup les décisions. Ce sont eux qu'on retrouve dans les conseils d'administration des banques et qui décident de qu'est-ce qu'on produit, où, comment, avec qui. Et donc, ils sont responsables effectivement de la situation sociale, des inégalités, de ce chômage. Et moi, je suis là pour dire aux travailleurs, on doit les combattre, on ne peut pas accepter cela. En fait, on nous parle de république, mais en fait, on est dans on a une dictature absolue du grand capital. On est confronté à cela. On vit. Il y a le roi du caoutchouc, c'est Michelin. Le roi de l'automobile, c'est Peugeot. La reine des cosmétiques, c'est L'Oréal. Et ils imposent leur volonté. Donc, il faut changer cela, et c'est comme cela qu'on pourra s'en prendre aux racines des inégalités, des injustices. Nous allons continuer à parler d'éducation, de culture, nous parlons également d'handicap, de santé et puis de sécurité à venir dans quelques instants. Si vous voulez poser vos questions sur ce thème, sur la sécurité, n'hésitez pas à le faire sur notre compte Twitter avec le mot dièse, le hashtag l'autre débat, ou sur la page Facebook d'Explicit dans les commentaires de ce débat que vous voyez en direct grâce à Facebook Live. Nous attendons vos questions. Questions sur l'éducation, on y revient avec vous, Jacques Cheminade, et avec Julien Ribes qui nous pose cette question sur Facebook. N'y a-t-il pas
trop de matières différentes à enseigner au collège et au lycée. Ne serait-il pas plus efficace de limiter les matières et le temps en classe et de proposer des excursions dans les musées, les lieux historiques, les entreprises, le reste du temps pour faire découvrir le monde extérieur aux écoliers, aux collégiens, tout à fait, aux pour lycéens. introduire, comme dans plusieurs pays, les arts dans l'enseignement. La danse, la musique, la peinture. Ça permet à l'esprit de sortir d'un milieu fermé, communautarisé, et de voir, d'accéder à l'universel. Comme je suis partisan en termes de culture, d'ouvrir partout où on peut des palais de la découverte, des planétariums, pour que les enfants et les adultes s'identifient pas à un monde restreint, mais à un monde auquel ils ont droit, qui est le monde dans lequel nous vivons. Élargi. Pas son milieu, pas sa caste, et pas non plus sa communauté. Il faut sortir de ce communautarisme que la droite et l'extrême droite ont très bien su alimenter en France. Ça marche. Donc, il faut gagner pas à pas des batailles. On peut pas dire tout ou rien. Il y a des batailles à gagner qui permettent d'avoir de meilleures positions et de rassembler des troupes et de faire grossir les troupes pour ce combat. L'enseignement est un de ces éléments. Il est essentiel. Et je pense que, dans ce sens, par rapport à la société telle qu'elle est, il faut que l'école puisse être un lieu qui apparaisse comme un lieu protégé contre les injustices de cette société, où on progresse ensemble. Évidemment, ça veut dire que si on progresse ensemble, il y a un progrès dans toute la société. Et on voit les injustices qui ont été décrites ici. On les voit. Et à ce moment-là, on est prêt à combattre parce qu'on les mesure comme étant des choses qui sont temporaires par rapport à une histoire plus longue. Et on prend courage pour combattre. Et ça se combat. Ça se fait dans le quotidien, mais ça se fait aussi à travers la connaissance pour tous et en particulier pour les enfants et les ados. Et pour ça, en effet, il faut faire ces excursions, mais c'est pas du tout incompatible avec un enseignement et un développement des pouvoirs créateurs. Au contraire, il faut avoir vu un concert de musique classique, avoir fait les chorales. Il faut qu'à l'école elle-même, il y ait un petit journal, qu'il y ait une imprimerie, qu'il y ait tous les moyens de faire une république en petit. Rapidement, il y a trop de matières enseignées à l'école ? Oui et non, parce qu'il y a des matières fondamentales. Il y a la maîtrise de la langue et la maîtrise de la capacité de jugement. Pour ça, en diminuant les heures de français et en faisant d'autres choses, on a en fait créé l'inégalité. Et je dis, avec toutes ces réformes qui passent tout le temps, quand je vois Najat Vallaud-Belkacem, moi, je pense au chat d'Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, il ne reste, quand il disparaît, que son sourire. On va passer à une question sur le handicap qui nous est posée par Mac Manu sur Twitter. En tant que déficient visuel, Mac Manu veut savoir ce que vous proposez pour les personnes handicapées. Nathalie Arthaud. Bah, moi, ce que je propose pour tous, c'est de se battre pour effectivement que la société elle redevienne véritablement humaine, c'est-à-dire elle redevienne une société où tout le monde aurait sa place et où on ne serait pas conçus que comme des machines à être exploitées, des machines d'ailleurs qu'on peut brancher quand on en a besoin, débrancher, mettre à la benne quand on en a plus besoin, parce que c'est comme ça que le monde du travail est traité aujourd'hui. Et oui, je sais que, y compris les personnes handicapées, les personnes invalides, qui sont moins facilement exploitables, qui sont moins malléables, moins corvéables, et bien souvent elles sont exclues du monde du travail, exclues et de l'essentiel donc de la vie sociale. Et moi, je trouve ça pas normal. Mais encore une fois, toute cette société capitaliste, elle pousse dans ce sens-là d'inhumanité, où c'est la concurrence permanente, c'est la compétition entre chacun. Et il faut se battre pour tout maintenant dans cette société, pour avoir un boulot, pour trouver une place en crèche, pour trouver un logement, pour trouver. Moi, je combats ça. Parce que cette rareté, pour cette misère finalement pour les classes populaires, eh bien c'est une politique. Et si on doit se partager la misère, c'est parce que à un pôle, il y a une minorité qui accapare l'essentiel des richesses. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener si on veut effectivement, une société, encore une fois, véritablement qui prenne en compte l'humanité dans toutes ses dimensions, dans toutes ses spécificités, dans toutes ses différences. Jacques Cheminade, vos propositions pour les personnes handicapées ? Il y a une chose essentielle, c'est l'enseignement de l'économie. Parce que aujourd'hui, c'est dominé
par un Michel Pébreau ou des gens comme ça qui font le programme pour l'économie dans les lycées ou même dans les collèges. Et c'est une économie dans laquelle le gain financier est la référence. Souvenez-vous que Michel Pébreau s'occupe des programmes de l'éducation nationale avec l'Académie des sciences. Donc, ils suivent ces choses-là parce qu'ils pensent que c'est un enjeu de pouvoir. Et ils veulent faire croire que l'économie, c'est, disons, gagner de l'argent au détriment de quelqu'un d'autre. Et ils ne voient pas que l'économie, c'est financer la découverte, c'est financer la connaissance, c'est financer la création humaine. Et c'est là qu'est la base d'une économie. Parce que c'est de cette façon qu'on réussit à élargir les moyens d'une société et chacun y participant se sent plus grand, plus fort et plus prêt à se battre pour la dignité et le progrès. La question de notre tweetos concernait vos propositions en faveur des personnes handicapées. Alors, oui, il y a tout l'accès. Mais on l'a poussé l'accès jusque dans les détails, au lieu de penser au sens social. Le sens social, c'est qu'il y a 1 ou 2 handicapés quelque part, il faut s'occuper d'eux. Il faut que la mairie, par exemple, ait des services qui aillent l'aider à domicile. Or, au lieu de ça, on fait des rampes d'accès qui doivent être plus faciles pour accéder à la mairie. Alors que moi, j'ai connu beaucoup d'handicapés et je les ai poussés, je les ai aidés. Et bon, que les 3 marches, c'est pas grand-chose. Mais là, non. On met tout l'accent sur ça, au lieu de mettre l'accent sur, je dirais, la solidarité sociale et l'espoir qu'on voit en cette personne. Et le regard qu'on porte sur elle, qui n'est pas toujours un regard d'égalité et pas de compassion, parce que c'est pas ce regard qu'il faut. Il faut un regard où elle est comme nous. Et quand on même utilise l'expression handicapé, c'est une forme, je pense, de discrimination. On a essayé d'utiliser d'autres expressions aux États-Unis, mais je pense que c'est le manifester personnellement et socialement qui est essentiel pour un handicapé, y compris qui viennent dans les classes, qui viennent dans les entreprises, qu'il ait le droit à un emploi et que l'entreprise soit préparée pour un emploi. Alors on a fait des progrès dans ce sens-là, mais tout à fait insuffisant. Et en effet, l'handicapé souffre plus encore que les autres parce qu'il est au bas de la chaîne. Mais il n'est pas le seul à souffrir. Mais il faut quand même favoriser et... Bien sûr que oui, c'est ce que je dis. Les rampes d'accès, l'accessibilité des... mais pas l'imposer comme quelque chose du jour au lendemain qu'on met là. La solidarité sociale, la vie au quotidien. La solidarité au quotidien, la solidarité avec les personnes est beaucoup plus importante. Je connais un maire en Alsace, il y a un handicapé dans le village. Bon, la mairie a 3 ou 4 marches. Il faut mettre un ascenseur. Ils disent, ben non. Donc vous trouvez il y a un service qui va chez lui. Il y a un service qui le fait venir, même avec des enfants à l'école, pour témoigner. Ça, c'est beaucoup plus important qu'une mesure physique d'accès. Bien que cette mesure physique d'accès, où on peut la faire, il faut la faire. Mais quand c'est dans un endroit où c'est manifestement au-dessus des moyens, non. Ce qu'il faut que ça puisse choquer, parce qu'il y a certains handicapés qui pourraient être choqués de voir. Ils ne sont pas du tout choqués. Ce qu'ils veulent, c'est être considérés comme une autre personne. Pareil. Ils veulent pas être considérés, discriminés, mis à part. Donc s'ils sont intégrés dans une société et justement reconnus, là, ils accèdent vraiment à une égalité qui est ce que cherche tout être humain. Quittons la question du handicap pour parler du système de santé et pardon, notamment d'une question qui revient beaucoup ces dernières semaines et même ces derniers mois, les perturbateurs endocriniens. Que feriez-vous pour lutter contre ces perturbateurs qu'on retrouve dans des produits de la vie courante? On a tous les moyens de combattre les excès de l'industrie pharmaceutique et on laisse faire. Il faut les interdire? Mais bien sûr. Les perturbateurs endocriniens. Bien sûr, avec leurs effets, mesurer leurs effets, voir ce qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, on agit. Nathalie Arthaud ? Oui, moi je serais pour des mesures évidemment de précaution. S'il y a un doute, il faudrait avoir des interdictions, bien sûr. Mais regardez comment finalement ceux qui gouvernent, ils sont bien plus informés que nous tous ici sur les dangers éventuels de ces perturbateurs endocriniens. Et regardez comment ils n'arrivent même pas à établir une liste, ils n'arrivent même pas à avancer, ne serait-ce que d'un petit pas dans cette direction-là, parce que il y a des intérêts financiers en jeu, voilà, parce qu'ils ne veulent surtout pas gêner les marchés d'un tel ou d'un tel, et parce que voilà, ils sont complètement soumis aux volontés patronales. Si cela fait les affaires d'un industriel, je peux vous dire que ils vont tous finir par s'aligner. Regardez le scandale du diesel. La France pourquoi a-t-elle donné la prime au diesel? Parce qu'on avait Peugeot qui avait la motorisation diesel et qu'il fallait absolument lui offrir des marchés, l'aider en fait. Bon, tout ça c'est pour le business. Et tant qu'effectivement tous ceux qui dirigent
tous ces gouvernements considèrent que leur rôle, c'est d'abord et avant tout de gérer les affaires de cette bourgeoisie, de ces grandes entreprises et point barre, eh bien on ne s'en sortira pas. Voilà, moi je suis toujours frappée par ces discussions sur l'écologie parce que ils en savent bien plus que nous. Et puis une fois, et d'ailleurs ils le disent quand ils font leur campagne, ils expliquent les méfaits, les problèmes qui se posent, etc. Puis une fois arrivés au pouvoir, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Parce que voilà, ce sont toujours les grandes entreprises qui ont le dernier mot. C'est ça la réalité. Donc tant qu'on veut pas lutter contre la rentabilité, la loi du profit, eh bien on peut rien faire sur ce terrain-là. Il y a deux choses. Il y a ce que vous dites, c'est-à-dire il y a une soumission à la loi du profit, mais aussi une désensibilisation. Moi j'ai connu ces gens-là. Ils voient la réalité comme un dossier. Je me souviens toujours d'un discours d'un dirigeant politique disant il y a le dossier du chômage, il y a le dossier de la pénibilité, il y a le dossier des difficultés des handicapés, etc. C'est des dossiers, pour eux ce n'est pas la réalité. Et c'est le choc de la réalité seulement qui les fera changer. Une autre question qui concerne le secteur de la santé, une question sur le cannabis. Pourquoi le cannabis médical reste aujourd'hui inaccessible en France ? Et je me permets de prolonger la question de Sovic sur Facebook. Est-ce qu'il faudrait, d'après vous, autoriser l'usage de ce cannabis médical ? Et voilà, plus généralement, votre position sur la dépénalisation et ou la légalisation du cannabis. Moi, sur le cannabis médical, honnêtement, là, je mets un joker, parce que, voilà, moi là-dessus, je ferai confiance aux médecins, qu'est-ce qu'ils en disent, etc., etc. Vous avez fumé du cannabis, pourquoi pas ? Non, ça m'a jamais tenté, en fait. Moi, j'étais plutôt sportive et j'ai évité un peu la cigarette, etc., voilà. Et sur le cannabis, moi, j'ai envie, de discuter avec les jeunes pour qui c'est très important d'avoir ces petits moments là d'évasion, de création de petits paradis artificiels. Moi, j'ai envie de m'adresser à eux et de leur dire mais il faut le paradis, il faut se battre pour qu'on l'ait là sur terre, pour qu'on construise une société meilleure ensemble, pour que on avance tous, qu'on transforme ce monde et ne vous réfugiez pas dans un monde parallèle, prenez part à cette transformation de la société. Donc moi je pense que voilà la drogue de façon générale, l'alcool c'est abrutissant et finalement ça nous voue à subir la situation et à ne pas être acteur. Donc ça c'est la première chose. Moi en tant que militante révolutionnaire pour changer les choses, j'ai envie de convaincre les jeunes de cela. Maintenant je constate que effectivement la prohibition du cannabis, la pénalisation, ça ne marche pas. Donc moi je suis effectivement pour la dépénalisation. Après le reste, je pense que il y a aussi un combat à mener, d'entraîner ces jeunes, les faire vibrer à un autre idéal. Aujourd'hui c'est ça qui manque dans la société. C'est que voilà, ce chacun pour soi, c'est vraiment dramatique parce que justement, tout le monde s'enferme dans son petit monde parallèle et ça peut pas être une solution. Moi, je lis les conseils boursiers aux États-Unis. C'est parfois plus révélateur qu'autre chose. Et on vous dit un grand investissement pour faire un énorme profit, c'est le cannabis parce que ça va être dépénalisé. Donc c'est très clair l'intention poursuivie. Et le cannabis est vu à la fois comme une source de profit, à la fois la culture du cannabis et en même temps tout ce qui l'entoure pour qu'il soit consommé. Et vous en avez consommé d'ailleurs ? Une fois dans ma vie pour voir ce que c'était, ça m'a suffi. Mais il fallait voir. Donc c'est il y a très longtemps. Ça serait une source de revenus importante pour l'État également, si le cannabis était légalisé ou dépénalisé. Regardez l'Union européenne. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire pour gonfler le produit intérieur brut des États ? D'inclure le trafic de drogue et le trafic d'armes dans le produit intérieur brut. Et tous les trafics d'ailleurs, même la prostitution. Dans le produit intérieur brut. C'est les autorités européennes qui ont décidé. Ça c'est l'Europe d'aujourd'hui, telle qu'elle se manifeste. Et les États ont accepté. Alors l'État français, toujours un peu faux cul, a publié 2 statistiques. Une première intérieure, où ça ne figure pas, et une seconde pour l'Europe dans laquelle ça figure. Donc ça montre bien ce qui est poursuivi par ses intérêts attachés à la drogue. Antonio Maria Costa, qui a dirigé la répression des trafics aux Nations Unies, il a dit on n'a jamais mené la guerre à la drogue. On a tapé sur des drogués, mais on n'a jamais mené la guerre à la drogue parce qu'on n'est jamais allé dans les intérêts financiers qui font ce trafic. C'est la même chose pour Daesh. On n'est jamais allé voir, on n'a jamais voulu aller voir le recyclage de tout l'argent qui passait par des banques saoudiennes, des banques anglaises, qui aboutissait à certaines banques françaises. Donc on n'a jamais voulu faire ça.
ça. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de cet ordre-là, ça fait partie de ce système-là. Et moi, je crois que ça, c'est absolument essentiel. Maintenant, passons à la consommation. Moi, on peut plus avoir les peines qu'on propose en France. Parce que, vous regardez, c'est un des pays où, pour la consommation de cannabis, on a les peines les plus sévères. Et en même temps, c'est un des pays où on en consomme le plus, parmi les jeunes. Donc, une contravention peut-être, mais certainement pas une politique où on poursuit le consommateur. Il faut poursuivre le trafic. Et ça, on ne le fait pas. Dès qu'il y a une poursuite du trafic, la police se bat avec les douanes. À Aulnay-sous-Bois, on l'a vu, il y a un commissariat de police qui a certains accords avec les trafiquants, on le voit un peu partout. Il y a une gangrène intérieure. Et c'est cette gangrène intérieure qui est ce produit de ce système de capitalisme financiarisé. C'est là qu'il faut mener le combat. Une petite question, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un mouvement des étudiants dentaires qui sont très actifs et qui posent beaucoup de questions. Alors, on va en prendre une au hasard, désolé, on ne peut pas toutes les poser. Les étudiants dentaires donc en grève depuis 9 semaines, inquiets pour leur avenir. Quel avenir pour la dentisterie ? Ils dénoncent notamment le fait que la santé bucco-dentaire soit, d'après eux, en train d'être vendue aux mutuelles et aux centres locaux. C'est un petit mot là-dessus ? Nathalie Arthaud. C'est possible que ce qu'ils dénoncent là soit vrai. Bon, maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire à ces étudiants qui sont jeunes, c'est que tout est vendu dans ce système, effectivement, au pouvoir, au grand capital. S'ils croient qu'il y a des choses qui se font comme ça de façon désintéressée, que le dentaire, que même la santé, on fait du profit, du business sur la santé. Maintenant, on le fait même sur le troisième âge. Maintenant, c'est la silver economy, on nous dit. Donc voilà, moi, il y a bien sûr des cliniques qui sont privées, qui sont cotées en bourse. Il y a des maisons de retraite qui sont cotées en bourse. Donc effectivement, on cherche à faire de l'argent sur tout maintenant. Donc effectivement, si ces étudiants-là le découvrent aujourd'hui et en sont choqués, moi j'en suis ravie. Mais il faut aussi qu'ils élargissent un petit peu leur vision et qu'ils se rendent compte que c'est comme ça que notre société elle fonctionne. Parce que oui, c'est une société qui est dominée par le capitalisme. Donc s'ils ne sont pas d'accord avec ça, en découvrant la chose de leur point de vue, très bien, mais il faut qu'ils élargissent leur combat et qu'ils rallient effectivement le combat de ceux qui ont intérêt à le changer, parce que ceux qui sont exploités et qui veulent effectivement un autre avenir. Sur cette question, Jacques Cheminade. La mesure pour cela, c'est une sécurité sociale universelle, qu'on n'a plus aujourd'hui. Le taux de remboursement est à peine pour les médicaments. Vous remboursez à 100% tous les actes médicaux, oui. À 100%, c'est une chose qu'il faut dire. La sécurité sociale est volée aujourd'hui. Elle est volée parce qu'il y a du chômage et donc il y a moins de cotisations. Elle est volée parce que des taxes qui avaient été prévues pour elle sont détournées. Elle est volée parce qu'on joue le régime de santé en France sur le marché financier de Londres, dans la City. Donc on vole la sécurité sociale. Après on dit il y a un trou. Bien sûr qu'il y a un trou parce que c'est le trou du vol organisé par l'État. Donc il faut rétablir une sécurité sociale universelle. Et les mutuelles, peu à peu, seront intégrées ou disparaîtront. Ça fait une paperasse épouvantable pour les dentistes et pour les médecins. Et maintenant, considérons le problème d'un point de vue international. Vous voyez des prothèses qui viendront, par exemple, de Chine, d'autres dentistes qui s'installent en Hongrie et qui font des voyages pour ça. Donc on ne peut pas le voir, là encore, comme un problème purement national. Il n'y a pas de repli national possible dans ce domaine-là. Il y a une politique à mener générale dans laquelle la France devrait être en tête dans le monde pour le pays qui donne l'exemple d'une politique à la fois universelle, internationale. On parlait en un temps du pacte entre la France et la liberté du monde. Aujourd'hui, on l'a mis à la poubelle, ce pacte-là. On ne se bat plus pour ça. Et il faut redonner cette confiance pour cette bataille. Nous continuons l'autre débat avec Nathalie Arthaud, avec Jacques Cheminade, en direct sur Facebook, sur Periscope également. Vos questions sur les thèmes à venir, la sécurité et la police. Et puis nous terminerons sur la place de la France dans le monde. Vos questions donc à Jacques Cheminade, à Nathalie Arthaud sur Twitter avec le mot dièse, le hashtag l'autre débat et sur les commentaires de la vidéo que vous pouvez suivre en direct sur Facebook Live. La sécurité donc à présent avec la lutte contre le terrorisme notamment. Quel état de droit face au terrorisme ? C'est la grande question qui va nous occuper dans les minutes qui viennent. Cela fait 16 mois maintenant que l'état d'urgence est en vigueur en France, 16 mois après les attentats du 13 novembre 2015. Certains veulent que cet état d'urgence soit maintenu, d'autres qu'il cesse. Vous, quelle est votre position sur ce point, Nathalie Arthaud ?
moi je crois que il n'a pas lieu d'être, il n'a plus lieu d'être. Bon, y compris les experts, les juges expliquaient que 15 jours, 3 semaines après les événements, ça pouvait avoir du sens, mais qu'aujourd'hui ça n'en avait plus. Ce que je constate, c'est qu'effectivement tous là, sur ce terrain-là, font de la surenchère démagogique. Il faut toujours plus de sécurité, etc., etc. Et puis on a vu ce qui s'est passé à Nice. Le contexte, Nice, c'est une question qui se pose. Bien sûr, mais regardez Nice. C'est la ville. On peut pas faire l'affront à Monsieur Estrosi. De dire de sa ville que c'est une ville qui n'est pas sécurisée et qui manque de vidéosurveillance et qui manque de forces de police. C'est une des villes sans doute la plus sécurisée. Et voilà. Et je crois que c'est complètement démagogique que de dire qu'il suffira de faire ci, de faire ça et que toujours plus d'état d'urgence. Voilà. Donc non, moi je crois que en réalité ils sont complètement démunis face à ce terrorisme. Je crois qu'ils ont une responsabilité, tous ceux qui ont gouverné en France, les dirigeants français, écrasante effectivement dans ce terrorisme, parce que d'où vient-il ? Eh bien, c'est le fruit pourri des guerres impérialistes qui sont menées par la France au Moyen-Orient. C'est ça la réalité de ce terrorisme, c'est effectivement l'écho de ces guerres, c'est le chaos qui a été installé du fait de ces guerres à répétition en Irak, en Libye, en Syrie, et de ces manœuvres aussi, de ces manœuvres qui ont consisté à la fois pour les Américains, mais aussi pour les Français, à soutenir telle bande contre une autre, à les armer, à soutenir, aujourd'hui encore, le Qatar, les monarchies moyenâgeuses, et finalement ça nous revient dans la figure. Voilà la réalité des choses. Donc je peux vous dire que moi, tous ceux-là qui nous ont enfoncés dans cette situation-là, je ne leur fais absolument pas confiance. Jacques Cheminade, est-ce que vous partagez cette analyse ? Je crois qu'il faut les chasser du pouvoir. Quand François Hollande va en Arabie Saoudite et dit qu'il faut faire un partenariat de référence entre la France et l'Arabie Saoudite, au moment où l'Arabie Saoudite finance le terrorisme, quand même, on est un peu perplexe. Et il y a toutes ces guerres de l'OTAN à laquelle la France a participé, parce que la France est dans l'OTAN, menées au Proche et Moyen-Orient, qui en effet ont entretenu tout un système de violence et d'instabilité. Et ces gens-là, après tout, c'est en France qu'ils ont fait leur classe, ces djihadistes qui ont sévi en France. Ils ont fait leur classe en France. Donc c'est bien l'injustice. Pardon ? Certains étaient français, pas tous. Oui, bien sûr, ils étaient français. Et cette injustice transférée par le système scolaire, dans laquelle ils ne voyaient pas de moyens de progression, de changement, de justice, les a, encore une fois, surtout quand ils étaient un peu instables psychologiquement, les a poussés dans des gens qui les manipulaient. Et on a des imams qui ont dit des choses complètement folles, qui ont créé ce milieu. Donc, peu à peu, il s'est créé cette, disons, complaisance, qu'on abandonnait certains terrains aux trafiquants de drogue, qu'on laissait le terrorisme se développer comme une sorte de fatalité. Alors, d'un seul coup, on se ressaisit. Mais on se ressaisit contre un monstre qu'on a créé soi-même. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Alors comment faire pour lutter contre ce monstre ? Est-ce qu'il faut maintenir l'état d'urgence ? Non, cet état d'urgence est-ce qu'il faut le lever, comme le souhaite Nathalie Arthaud ? C'est une terrible plaisanterie. Parce que s'il y a un véritable état d'urgence, un véritable danger, on fait pas l'euro, on fait pas les rassemblements de l'euro-foot. C'était l'an dernier. Oui, mais c'est à ce moment-là, il y avait l'état d'urgence. On laisse pas non plus faire tel ou tel feu d'artifice. Il y a un état d'urgence, c'est très grave, et à ce moment-là, on restreint un certain nombre de libertés à titre temporaire. Là, on a un peu permis au système de police de prendre l'avantage sur la justice, et en même temps, on a laissé faire des manifestations publiques. Donc ça ne veut rien dire, les gens ne peuvent pas y croire. C'est une chose auquel les gens en place ont utilisé cet argument pour manipuler la peur des gens. Vous savez, dans Orwell, en 1984, il y a le ministère de la peur. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette peur favorise en France tout ce qui défigure notre pays, c'est-à-dire l'extrême droite, et en même temps crée une peur latente chez tous qui détruit le sens de solidarité sociale. Donc il faut absolument sortir de là. Et si vous regardez les musulmans en France, il y en a à peu près sur les 5 millions, dont la plupart sont français, qui ne vont même pas à la mosquée. Donc, qu'est-ce qu'on parle de religion? Qu'est-ce qu'on parle de tout ça? Il y a une situation sociale qui est le fondement de tout ça. Après, il y a une folie qui peut prendre différentes formes lorsque les choses sont manipulées. Et notamment,
par Internet et par ce qu'on peut voir sur Internet. Mais ça n'est qu'un phénomène relativement d'accélérateur par rapport à une base qu'on a laissé se créer. Oui, on l'a laissé se créer. Alors, 2 questions en une pour prolonger cette thématique de la lutte contre le terrorisme et de l'état de droit. D'abord, Cyrus vous demande sur Facebook quels moyens est-ce que vous offririez aux forces de l'ordre pour lutter contre le terrorisme et la grande délinquance? Et une autre question de VMC sur Twitter. Quelle est votre position sur le fichier biométrique qui, par décret du 30 octobre dernier, fiche désormais les 65 millions de Français? Nathalie Arthaud. Moi, je suis contre, évidemment. Je suis contre ce fichier. Et encore une fois, en plus, là... on mélange la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre le terrorisme. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes moyens, mais surtout, encore une fois, le problème, il faut le prendre à la racine. Et la première des choses, c'est d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, d'alimenter effectivement ce chaos au Moyen-Orient qu'on continue encore aujourd'hui d'alimenter. C'est y compris quand il y a un acte terroriste comme celui qui a eu lieu à Orly ce week-end, qu'on n'entende pas ces amalgames, que ça soit pas l'occasion de jeter son poison raciste, xénophobe contre les musulmans, d'entendre tous ces amalgames contre l'immigration, parce que tout ça justement, cela crée des fossés. Tout cela, c'est une politique qui pousse au communautarisme qui peut effectivement être aussi le lit de ce fanatisme-là. Donc voilà, moi je crois qu'il y a des choses quand même très à faire politiquement, et c'est exactement l'inverse de ce que nous proposent tous ceux qui prétendent avoir des super plans pour lutter contre le terrorisme. Avant de vous écouter, Jacques Cheminade, sur cette question notamment du fichier biométrique, très concrètement, pour prolonger votre réponse, Nathalie Arthaud, Thierry, faut-il plus de policiers, oui ou non? Et si oui, combien? Non, moi je crois pas. Pas plus de policiers. Non, je crois que la société, il faut qu'elle change. Elle est malade. C'est clair. La société est malade et il faut prendre le mal à la racine. C'est-à-dire faire en sorte qu'y compris ces jeunes là qui sont si désespérés, isolés, marginalisés, qui sont devenus fous pour beaucoup d'autres. Il faut comprendre d'où ça vient. Et il faut réparer tout cela en remettant effectivement, une société qui donne de véritables droits à tous. Donc moi, je crois que s'il y a une lutte à mener, c'est la lutte contre ce chômage, contre ces inégalités, contre cette marginalisation, contre cette misère, contre toute cette situation qui tend les relations entre les gens, qui délite en fait les liens sociaux. Moi, je crois qu'on est dans une situation où de plus en plus on nous force à nous isoler, à nous forger une carapace. Il faut pas regarder la misère. On est déjà tellement en galère chacun pour soi et voilà. Et c'est ça qu'il faut changer parce qu'effectivement on est dans une société de plus en plus déshumanisée et le résultat c'est effectivement c'est aussi ça, c'est ce fanatisme religieux et ce terrorisme. Jacques Cheminade. Je dois dire que Sarkozy a commis une erreur de ce point de vue, je ne sais pas si probablement il l'a fait volontairement, c'est démanteler la police de proximité. On voit dans les banlieues, dans les quartiers que je connais, les gens ont peur à la fois des trafiquants et de la police, des deux. Donc il faut établir une police à laquelle ils peuvent croire, une police de proximité. Alors, ça ne peut se faire que dans un état de droit rétabli. On n'est plus dans un état de droit. Mais donc plus de policiers pour répondre très concrètement à la question de Thierry. Plus de policiers? Non. C'est pas l'essentiel. Mais on les déploie sur le terrain. La police de proximité, oui. Plus de police de proximité. Qu'un flic joue au foot avec des enfants des banlieues, moi ça me choque pas du tout. C'est une intégration dans le milieu. Et il faut donner un sens que l'État est là pour veiller aux gens, pas pour réprimer et écraser, ce qui crée une contre-réaction de communautarisme et de défense de l'endroit où on se trouve. Donc il faut recréer cette confiance. Et cette confiance, on ne pourra la créer que s'il y a un changement beaucoup plus profond et beaucoup plus fondamental. On pourra aussi avoir du renseignement. Il faut une politique de renseignement intelligente, notamment dans les prisons. On n'en a pas fait. Il y a une séparation entre les gens qui sont là dans les prisons, les surveillants, et puis les gens qui font du renseignement. Maintenant, on a établi un renseignement dans les prisons. Mais si on l'établit comme une chose en soi, ça sera contre-productif. Ça doit être dans un ordre général de développement où les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose à défendre. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte ou ne comprennent pas ce qu'il y a à défendre si ils ont peu de moyens de vivre et c'est normal.
Vous restez avec nous, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud. L'autre débat continue, le premier débat de la campagne présidentielle de 2017. Explicite est ravi de vous le proposer sur Twitter, sur Facebook. Nous attendons encore vos questions avec le mot dièse ou hashtag l'autre débat tout attaché. Et puis sur notre page Facebook, la vidéo Facebook Live, les commentaires, les questions là dans les commentaires de cette vidéo. Nouveau thème. On passe au thème numéro 4. Antoine, la France dans le monde, avec cette question, l'avenir est-il au repli sur soi? Posez vos questions sur ce thème. On en a relevé une première qui est posée par Human Rights Watch. Je ne sais pas si vous l'avez noté, cette association de défense des droits humains publie toute une série de questions à destination des candidats à l'élection présidentielle. Je vous cite donc une des questions qui vous est posée par cette association. Que ferez-vous pour que la France assure un rôle moteur au sein de l'Union européenne et sur la scène internationale dans l'accueil et la protection des demandeurs d'asile fuyant les violences et les persécutions? Mais c'est écrit dans le préambule de la Constitution qu'il faut accueillir les réfugiés. Donc on ne le fait pas, encore une fois, on ne fait pas quelque chose qui est dans notre texte fondateur. Et ensuite, l'Europe, elle n'a pas été généreuse du tout dans sa politique. Ce n'est pas simplement M. Orban, c'est tous les autres. Et quand Mme Merkel a dit qu'elle allait accueillir des gens en Allemagne, et qu'on s'est aperçu que les gens venaient, eh bien, elle rétropédale à toute vitesse. Parce qu'il n'y a pas cette générosité, ce travail en commun, cette idée de faire ensemble. On ne fait pas ensemble, on ne veut pas. Parce que on pense chacun tirer son avantage à sa façon. C'est la guerre de tous contre tous, fomentée par un système qui divise pour régner. Mais vous, que ferez-vous, Jacques Cheminade, pour accueillir ces réfugiés Je ferai une évaluation avec les pays. Il faut créer un ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration. Et ce ministère aura le co-développement avec les pays d'où ils viennent, c'est-à-dire en particulier ceux qui viennent, ils sont réfugiés politiques, mais il y a les réfugiés économiques, et parfois c'est les deux à la fois. Co-développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les pays d'où partent? Non, c'est pas aider, c'est se développer avec eux et leur donner les moyens de se développer. C'est pas simplement se pencher vers eux comme une dame patronnesse et leur dire voilà, on vous donnera ceci et cela. C'est à eux de savoir. Mais il faut leur donner le moyen qu'ils exigent pour faire cette politique-là. Et voir, pour l'immigration, par métier, comment on peut faire. Pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre ceux qui viennent et les travailleurs qui sont en France. Mais si on crée de l'emploi, il n'y a plus de problème. Il y a de l'emploi pour tout le monde. Alors, transitoirement, je pense qu'on doit demander aux maires où ils peuvent recevoir des réfugiés. Et là, organiser avec eux une politique d'aménagement du territoire pour les réfugiés en France. Et là, on en aura plus. Regardez, ce qu'on a fait en France est, excusez-moi du mot, ignoble. On a laissé monter le phénomène de Calais pour dissuader les réfugiés de venir en France. Et regardez ce qui se passe en France. Quand vous voyez ce qui se passait à Calais, ils n'avaient aucune envie de venir en France. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a relativement peu, de réfugiés en France. Nathalie Arthaud, sur la question de l'accueil de ces réfugiés, qui dépend aussi d'une décision du gouvernement. Oui, bien sûr, et d'ailleurs cette politique du gouvernement Hollande, prétendument de gauche, socialiste et purement criminelle parce que ces centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont réussi à mettre le pied sur le continent européen sont des survivants. Voilà, ils viennent tout droit de l'enfer, ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, en jouant à la roulette russe avec leur vie, et ici, ils se retrouvent enfermés dans des camps, derrière des barbelés. Ils sont traqués par la police quand ils veulent faire quoi? Rejoindre de la famille, des amis dans un certain pays, parce que justement le pire, c'est que il y a des bonnes volontés. Ils auraient, y compris des gens prêts à les aider, à les accueillir, et on les en empêche. Donc effectivement, moi je dénonce cette politique et moi je me bats pour que les travailleurs ils aient cette conscience qu'il faut effectivement reprendre ce mot d'ordre de la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Parce que ce n'est pas qu'une question de solidarité ou d'humanisme, c'est aussi une question d'intérêt. C'est notre intérêt à tous. Quand on est, nous, ici, dans une région désertée par les entreprises en France, heureusement qu'on peut aller dans d'autres régions, qu'on peut se déplacer, qu'on peut circuler. Et quand on trouve pas de boulot en France, combien de jeunes partent en Angleterre, au Canada, en Australie, et ils peuvent le faire. Ils ont cette liberté-là. Eh bien moi, je suis pour que cette liberté-là, elle soit donnée à tous, tout simplement. Et c'est notre intérêt commun, parce que la force des travailleurs, c'est justement
de ne pas se laisser diviser, se laisser dresser les uns contre les autres. Vous parlez de solidarité, Nathalie Arthaud. Solidarité, c'est un mot qui se trouve dans le nom de votre parti, Jacques Cheminade. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir des réfugiés chez vous et à les aider, peut-être à les insérer dans la société française, Jacques Cheminade? Je le ferai, mais je crois que c'est pas du tout significatif. Je pense que c'est toute la société qui doit être prête. C'est pas un individu qui fait la charité. C'est toute une société qui doit comprendre que le problème, c'est pas immigrer ou pas immigrer, c'est créer de l'emploi qualifié pour l'avenir. Et à court terme, de l'emploi d'aide à la personne, de services sociaux, d'urgence. Et puis l'emploi beaucoup plus qualifié pour l'avenir. Aujourd'hui, on ne crée pas cet emploi. Le problème du numérique, de la robotique, du 3D, etc., c'est que il est là, il détruit l'emploi, mais on ne crée pas l'emploi de l'avenir qui correspond à ces domaines-là. Pourquoi ? Parce que il y a une logique qui va contre le travail, comme on l'a dit depuis le début, qui va contre le travail humain, et qui est la logique de ce système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Rapidement, Nathalie Arthaud, sur cette question. Non mais accueillir les migrants, c'est pas pousser les murs, et puis voilà, partager votre lit avec, c'est pas ça. Certains l'ont fait. Non, en France. mais écoutez, moi c'est pas ça que je demande. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, combien y a-t-il de logements vacants ici ? Combien y a-t-il d'emplois à créer dans le bâtiment, parce qu'il manque des logements, il paraît qu'il en manque plus d'1 million, des logements accessibles à un salaire d'ouvrier, il faut les construire, il manque des peintres en bâtiment, des électriciens pour construire tout ça, on a besoin de bras. Moi quand j'entends qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais c'est une escroquerie. La misère, il la fabrique à coup de chômage et de précarité. Mais en réalité, il y a beaucoup d'emplois à créer, et on pourrait se répartir le travail et faire que tous les bras, justement, participent à soulager le travail de tous. Il y a énormément de richesse dans cette société. Mais il faut se battre pour effectivement que cette richesse, elle serve à tous. Moi, je crois que l'intérêt des travailleurs, c'est justement, au lieu de se dresser les uns contre les autres, de se dire il faut qu'on se partage la misère et qu'on se batte pour se partager la misère, il faut se battre pour que une minorité n'accapare pas toutes les richesses de cette société. Moi, je trouve complètement fou. Alors que ce sont des femmes et des hommes qui arrivent avec cette volonté de travailler, de construire. Mais vous savez, d'ailleurs, l'immigration, elle a construit la France. Les barrages, les routes, les logements. Quand j'entends Marine Le Pen nous expliquer que c'est un problème, mais si ça se trouve, sa voiture, elle a été fabriquée sur des chaînes de montage par des travailleurs immigrés ou par des descendants. Donc la réalité, c'est que l'immigration forme une partie importante, une fraction importante de la classe ouvrière, c'est une partie intégrante de la classe ouvrière. Et voilà, moi je suis toujours révulsée d'entendre ces discours de rejet, de nationalisme. Bon. Et encore une fois, Marine Le Pen se dit indignée de ce que l'on donne quelques euros à des demandeurs d'asile. Quelques euros par jour, c'est rien. Jamais on l'entend dire un mot quand on apprend que Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, gagne chaque jour 41 000 euros. Là, elle n'a rien à dire contre cela. Mais pourtant, le problème, il faudrait le prendre par ce bout-là. Effectivement, par ces parachutes dorés, par ces grandes rémunérations, par ces dividendes, par ces grandes fortunes. Et là, oui, en organisant la société, rationnellement, en fonction des intérêts de tous, il y aurait de la place pour tout le monde sur cette planète. Avec un trait quand même très particulier de notre époque, c'est-à-dire que ces sociétés-là ne créent même plus d'emplois, elles le détruisent. On est dans une société où l'évasion de l'argent vers le virtuel, vers une économie qui n'est pas une économie physique, mais qui est une économie de l'argent, est devenue absolument destructrice, même par rapport à l'exploitation qu'il pouvait y avoir dans les années 50, 60 ou 70. Maintenant, c'est l'exclusion, c'est l'élimination, avec en même temps un autre aspect très fort, qui est ce que j'appelle la séduction. Vous lisez les journaux qui sont grand public, comme Femina Hebdo par exemple, et vous voyez toute cette séduction, on donne l'illusion qu'on pourra accepter un certain type de consommation auquel les gens n'arriveront jamais, et on les met dans un état de dépendance. On va passer à la question de l'Union européenne. On parlait de cette crise migratoire, on a pu mesurer à cette occasion les lacunes de l'Europe. David, sur Facebook, vous demande si vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Et on vous invite à faire des réponses un peu plus courtes, parce que plus vous faites des réponses courtes, plus on peut répondre aux questions des internautes. C'est une question, le Frexit, qui est reprise par d'autres internautes. Tony
qu'un dread, si j'arrive bien à le lire sur Twitter. Enfin bref, voilà, c'est un sujet qui intéresse nos internautes. Là-dessus, moi, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et je pense que c'est de la diversion. Que, effectivement, taper sur l'Union européenne, ses responsabilités, faire croire que c'est de l'Union européenne que vient le chômage, etc., c'est tromper les travailleurs. Et c'est justement exonérer de ses responsabilités la classe capitaliste contre laquelle il faut se battre. On reste dans l'Union européenne, Nathalie Arthaud ? Moi, vous savez, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, est-ce que cela va aider les salariés à obtenir des augmentations de salaire? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça va empêcher les suppressions d'emplois dans les Android? Je ne crois pas. Tout ça, c'est effectivement de la diversion. Encore une fois, on nous montre l'Union européenne, l'étranger comme responsable, alors qu'on a à régler nos problèmes là, face à ceux qui nous exploitent tout simplement et ceux qui prennent les décisions et qui sont bien en chair et en os et qui ont une politique. Donc il faut que les travailleurs ils aient une politique et qu'ils identifient leurs ennemis, les responsables de leurs conditions. Sur le Frexit, l'Union européenne est un système collabo de ce monde international de la finance. Mario Draghi, dans la Banque centrale européenne, verse 80 milliards chaque mois, 60 milliards maintenant, pour alimenter un système qui est mort. Donc c'est un mort vivant. L'euro se détruit lui-même. Même Jacques Delors ne reconnaît plus son euro. Il faudrait de grands travaux. Il n'y a plus que l'euro qui est là. Et c'est un euro qui ne représente plus que la courroie de transmission d'un système d'exploitation. Avec qui collabore, alors collabo, vous l'avez dit, l'Union européenne et le système européen actuel? Tout le système qui émet de l'argent sans aucune base sociale, aucune base de richesse physique, aucune base de développement. C'est un système où l'argent émet de l'argent qui va dans un secteur financier et qui tourne en rond dans ce secteur financier sans passer dans l'économie réelle, sans passer par la production. C'est pas le fondement. Certains disent, si on sort de là, tout ira bien. Non, pas du tout. Il faut fonder un nouveau système. Mais là, on a un ordre de collaboration avec ce système mondial, système international, il faut le dénoncer. Quand on parle de concurrence libre et non faussée en Europe, elle est serve et elle est complètement faussée. Il n'y a pas de vraie concurrence, même pas ça. L'Europe s'est fondée dès le départ avec l'idée, 1, de libéralisation financière, 2, la deuxième, de libre-échange. Et tout ça sur des bases entièrement fausses qui favorisaient le fort par rapport au faible. C'est comme dans les élections ici. On vous parle que l'équité se substitue à l'égalité. Mais c'est pas l'équité, on viole l'équité. L'équité, c'est venir au secours du faible contre le fort. Là, on sert le fort en disant, voilà, le fort, il aura le droit, lui, d'être dans les micros, d'être dans les médias, d'être chez repli sur soi. Est-ce que l'avenir est au repli sur soi, puisque c'est la question? Non, c'est pas le repli national du tout. Il y a d'autres régions dans le monde, qui sont celles des BRICS, avec lesquelles il faut traiter. Alors, je ne dis pas que ce soit l'idéal. Inde, Chine et Afrique du Sud. Oui, voilà, les 5 BRICS. Les 5, mais il y en a d'autres. Et les pays d'Amérique du Sud aussi. Alors, évidemment, si on ne va pas assez loin, il y a un régime qui était imparfait en Argentine, qui était celui de Kirchner. Maintenant, on a un régime abominable qui est celui de Macri, qui représente vraiment la dictature financière dans toute son horreur, à partir d'un club de football, à partir du populisme le plus effréné. Bon, il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Et toutes les courroies de transmission doivent être coupées autant qu'on le peut. Et si la France sort, c'est pas pour le repli national, c'est pour essayer de fonder avec d'autres pays et notre Europe. Il y a des accords qu'il faut pas faire. Par exemple, le traité TAFTA de libre-échange ou le CETA. Ça, il ne faut pas le faire. Donc vous êtes pour changer l'Europe? C'est pas oui, pour la quitter, bien sûr. Mais pour si, changer on l'Europe. doit la quitter pour créer le choc qui permettra de la changer. Sans ça, c'est pas possible. En politique internationale, c'est pas fait pour les enfants de cœur. Il y a une bataille à poursuivre. On parle de politique internationale toujours. Quelle relation avec l'Amérique de Donald Trump? Bon, moi, je joue pas à la présidente. On est d'accord. Simplement, Donald Trump, effectivement, il représente le gouvernement par excellence de la bourgeoisie américaine. D'ailleurs, à ses côtés, il y a directement des représentants de la finance, du pétrole, qui sont dans son équipe. Et il gouverne avec cette arrogance incroyable, avec ce mépris
social complètement fou, ce racisme quotidien, alors même que Donald Trump est un de ceux qui a fait sa fortune sur le travail des immigrés mexicains, en particulier dans le bâtiment. Donc voilà, il est vraiment à l'image de la bourgeoisie pour laquelle il gouverne, Donald Trump, et en même temps, vous savez, c'est pas qu'une question de bonhomme, hein, parce que Donald Trump effectivement laisse planer des doutes sur sa politique internationale, sur sa politique guerrière, etc. Mais enfin, je vous rappelle quand même qu'avec Bush, on a eu l'invention des armes de destruction massive, qui a entraîné cette guerre en Irak. Donc de toute façon, la politique, si vous voulez, l'impérialisme américain, c'est une politique qui est dangereuse pour les peuples, dangereuse pour alors l'impérialisme américain, attention, parce que moi j'ai l'habitude de balayer devant ma porte, l'impérialisme américain qui est systématiquement suivi par l'impérialisme français. C'est pas l'impérialisme américain, c'est l'impérialisme d'un État-nation, c'est l'impérialisme de Wall Street qui domine complètement la politique américaine avec le FBI, la CIA et le NSA. Maintenant, j'ajouterai quelque chose qui est très révélateur. Dans tous les gouvernements américains, vous avez Goldman Sachs. Dans celui-là, comme dans celui d'Hillary Clinton. Qui payait ses discours de 250 000, 300 000 $ à Hillary Clinton? Goldman Sachs. Vous avez ça. Et puis, si vous regardez le fils de Trump, son meilleur ami, c'est le mari de Chelsea Clinton. Et ils sont amis et Trump était, lors de son mariage, avait pour principal invité Bill Clinton et sa femme en 2005. Donc tous ces gens-là sont ensemble, ils fricotent ensemble, c'est un petit monde. Est-ce qu'il y a un complot derrière? Est-ce qu'il y a une... Non, c'est pas un complot, au sens où on l'entend partout aujourd'hui. C'est des gens qui ont des intérêts d'exploiteurs communs et qui le font ensemble. C'est comme une piscine, vous avez des requins. Tant qu'il y a des étrangers qui viennent, tous les requins s'allient contre lui. Et quand il n'y a plus d'étrangers qui viennent, tous les requins se mordent entre eux. C'est comme ça. Sur le complot, justement, je reprends une question de Pelé sur Facebook, qui vous interpelle directement, Monsieur Cheminade. Il vous demande, sérieusement, vous pensez toujours que Ben Laden est toujours un agent de la CIA comme vous l'avez prétendu? C'est clair, c'est prouvé. Il distribuait l'argent de la CIA en Afghanistan. Après, il se retournait contre elle, avec certains milieux extrémistes de ce... groupe djihadiste. Alors je sais pas où, comment, je suis pas en secret. Ceci dit, j'aurais préféré qu'il soit amené devant un tribunal et qu'il ait à témoigner. Et on aurait peut-être appris des choses plutôt qu'on l'ait éliminé et qu'on s'en soit débarrassé. Donc là, on aurait appris des choses, c'est tout. Revenons sur votre campagne en France. Qui finance votre campagne, Nathalie Arthaud? Écoutez, Vous parliez de transparence tout à l'heure, donc c'est une question aussi qu'on est en droit de se poser. C'est très simple, nous c'est les militants, les cotisations des militants, la souscription que nous avons ouverte. Ma campagne, elle va nous coûter un peu moins d'1 million. C'est une campagne qui sera d'ailleurs remboursée à hauteur de 800 000 € parce que il y a un remboursement de 800 000 € quel que soit le score que l'on réalise. Donc nous, elle nous coûtera 100 000 ou 200 000 €. Cette campagne, voilà. Et vous payez vos costumes? Complètement. Et je peux vous dire que j'ai jamais rien acheté à 6 500 €. Qui finance votre campagne, vous, Jacques Cheminade? La même chose, ce sont des militants, ce sont des donateurs. Notre campagne jusqu'à maintenant coûte 140 000 € environ. La campagne totale, plus les 150 000 € d'avance de l'État, ça fera 290 000, on aura 100 000 € de plus. On arrivera vers 400 000 €, donc c'est encore moins que lutte ouvrière. C'est très peu. Parce que moi, je fais beaucoup de meetings, figurez-vous. Je vais dans toutes les villes, je me déplace parce qu'on fait une campagne militante, parce que justement, on n'attend pas que les grands médias nous donnent la parole, et on sait que, voilà, le militantisme, le bouche à oreille militant, c'est quelque chose d'important aussi. Donc voilà la campagne aussi que je fais sur le terrain. Mais je crois qu'aucun autre homme politique en France n'a été aussi attaqué et dont on a complètement défiguré le message que moi. Alors ça me trouble pas. Vous avez l'occasion c'est mes idées qui me troublent, oui. D'exposer vos idées. Ce que j'ai à dire et d'exposer mes idées. Mais il y a tout un monde du showbiz, de la finance qu'on connaît bien, qui défigure complètement les messages de ceux qui peuvent se battre. On ridiculise la façon dont Philippe Poutou a été traité. Je suis pas un partisan du NPA, mais la façon dont Philippe Poutou a été traité, je la juge ignoble. Une question qui vous concerne, Jacques Cheminade. Le grand public, on l'a dit, vous connaît pas forcément, mais
vous émergez à chaque campagne présidentielle. Et est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites entre deux campagnes présidentielles et pourquoi on ne vous voit pas, on ne vous entend pas davantage? Parce que la presse ne veut pas nous couvrir. On fait des tas de choses à l'intérieur de la France. On s'est battu pour cette séparation bancaire parce que pour nous, c'est une façon de donner au débat un sens pour des gens qui ne comprenaient pas ce débat, qui ne comprenaient pas ce que représentait ce capitalisme financiarisé, mondialisé, dérégulé. Séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt, oui, c'est bien ça. Mais c'est qu'un pas. Mais c'est un pas important. Parce que si on sépare les deux, toutes les banques qui font des affaires, c'est-à-dire qui investissent sur les marchés financiers, tomberont rapidement en faillite. Elles n'ont pas les moyens de continuer. Donc c'est une façon de couper une branche qui est la branche la plus prédatrice dans le système. Vous vous placez à droite ou à gauche, Jacques Cheminade? C'est une question de mamie. J'ai dit certainement tout à fait à gauche d'Emmanuel Macron. C'est une réponse pour rire, parce que je crois que ce qui est une réponse important, plus explicite, est-ce qu'on si je peux me se permettre. bat pour la cause du peuple et la cause de l'humanité, ou est-ce qu'on se bat pour la cause d'une oligarchie, d'une élite ou d'une caste? Et aujourd'hui, c'est vraiment une caste, parce que quand on parle de bourgeoisie, la bourgeoisie avait certains mœurs, elle avait certaines habitudes. Aujourd'hui, c'est pire. Il n'y a plus de culture, même bourgeoise. Il n'y a plus qu'une culture de l'apparence, de la suffisance et de la domination. Les dernières questions de ce débat, vous avez un peu d'avance, Jacques Cheminade, par rapport à Nathalie Arthaud, un peu plus de 2 minutes d'avance. Une question, Nathalie Arthaud, d'Achusville, posée sur Twitter. Philippe Poutou a préféré rester à Bordeaux ce soir. Il y a des raisons sociales à cela. Son usine est en grève, nous l'avons dit en ouverture de ce débat. Cette question, pourquoi ce qui était possible en 99, demande cette personne, une liste commune lors d'une élection, ne l'est pas aujourd'hui en 2017 entre le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et Lutte ouvrière que vous représentez? C'était effectivement un scrutin de liste. Je crois que c'était les régionales. Là, il s'agit d'une présidentielle et c'est bien normal que chaque courant puisse s'exprimer. Vous savez, on a eu 7 nuances de gauche, 7 nuances de droite aux différentes primaires. Et là, nous sommes 2 courants de l'extrême gauche. Et y compris dans le mouvement ouvrier, y compris du côté des travailleurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait un parti unique. Nous avons nos différences et nous avons, ce point commun de partir du problème, du point de vue et des problèmes des travailleurs. Mais il n'y a aucune raison que l'on ne se saisisse pas de la parole. Vous savez, dans cette élection, l'essentiel, et moi je tiens à le dire justement aux travailleurs qui nous écoutent, c'est de s'exprimer et c'est de pouvoir, tous ceux qui se retrouveront derrière le programme de lutte que je présente, qui se retrouveront derrière cette idée de dénoncer l'exploitation, de dénoncer la dictature de la classe capitaliste, et qui justement pourront comme ça ne pas rester isolés, mais qui pourront rallier un camp, et bien pourront, se compter et mesurer le courant qu'ils représentent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont révoltés aussi, mais chacun dans son coin, de façon isolée, et bien s'exprimer collectivement, et bien c'est déjà quelque chose d'important, c'est apparaître comme une force politique, c'est prendre confiance dans ce que nous représentons comme force, parce que c'est 200 000 voix, mais 0,56% en 2012. 200 000 voix, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Je peux vous dire que 200 000 travailleurs combatifs, conscients de leurs intérêts, qui ont envie d'en écouter dans toutes les entreprises, quand il y a justement un peu de colère sociale, ça peut compter, ça peut changer beaucoup de choses, ça peut faire gagner des grèves, ça peut développer une véritable un mouvement social. Et donc moi c'est pour cela que je milite. 3 questions encore à vous poser avant la fin de ce débat. À vous encore, Nathalie Arthaud. Vous avez encore un peu de retard sur Jacques Cheminade. Question qui concerne l'indépendance des médias en France. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Que comptez-vous faire? Quelles sont vos propositions pour garantir l'indépendance des rédactions des médias en France? Moi, je suis pour, de façon générale, moi je suis communiste, je suis pour l'expropriation de la bourgeoisie. Je suis pour l'expropriation de la propriété privée des grands moyens de production. Donc effectivement, les médias, ça fait partie effectivement des secteurs que je pense qu'il faudrait, comme le secteur bancaire, faire fonctionner de façon collective. Voilà, de façon collective pour l'intérêt public. Réponse courte, Jacques Cheminade, sur cette question. Que comptez-vous faire sur l'indépendance des médias pour garantir l'indépendance des médias?
La politique du Conseil national. N'oubliez pas votre... La politique du Conseil national de la résistance, qui aussi prévoyait que les médias devaient suivre ou être nationaux, soit suivre certains stades d'éthique qui aujourd'hui ne suivent pas du tout. Une mesure pour rénover la démocratie? Jacques Cheminade. Une mesure pour rénover la démocratie. Moi, je dirais donner la majorité électorale et pénale en même temps, parce qu'il faut des droits et des devoirs, à 16 ans, et en même temps un RSA qui soit entre 16 ou 18 ans. Là, j'hésite, mais je pense 16 ans et jusqu'à 25 ans, qui soit automatique et donné à chacun. Rénover la démocratie, ça pourrait être déjà donner le droit de vote aux étrangers dans toutes les élections. François Fillon, Je suis partisan de cette mesure. François Fillon, ce soir, regrette que tous les candidats à l'élection présidentielle, les 11 candidats à l'élection présidentielle, n'aient pas pu être invités sur le plateau de TF1. Quelle est votre réaction à cette déclaration du candidat du Parti Les Républicains? Il n'est quand même pas allé jusqu'à conditionner sa participation à ce débat à cela. Jacques Cheminade. Même réponse. Voilà, on peut dire des choses et après ne pas faire ou ne pas agir en fonction de ce qu'on dit. Avant de terminer, avant de conclure, une dernière question. Un mot, Jacques Cheminade, pour résumer votre programme et votre idée de la France, votre programme en quelques mots. En quelques mots, se libérer de l'occupation financière et culturelle pour bâtir un ordre de justice, de paix par le développement mutuel et de vraie croissance physique. Nathalie Arthaud, puisque c'est vous donc, qui avez le dernier mot, comme le tirage au sort on a décidé avant le début du débat. Donc moi j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs à rejeter cette duperie de l'élection qui nous pousse, enfin en tout cas qui installe toute une pression pour qu'on choisisse parmi 3-4 candidats qui sont tous des adversaires, qui sont tous des serviteurs dévoués de la bourgeoisie, et je les appelle à affirmer leurs intérêts, leur politique, qui est d'abord et avant tout une politique de lutte pour effectivement un emploi, un salaire, un logement, et donc je les appelle à faire un vote tout simplement de conscience de classe, et un vote de combativité et de fierté ouvrière. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation d'Explicite ce soir pour venir débattre et surtout répondre aux questions des internautes. Et elles étaient nombreuses, toutes ces questions. On n'a pas pu malheureusement toutes les poser. On a passé quand même plus d'1h40 à essayer de répondre à un maximum de questions. Voilà, c'est la proposition que vous fait Explicite. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci au groupe OnePoint de nous avoir accueillis ce soir. Merci à toute l'équipe d'Explicite qui nous a aidés à retransmettre ce débat, et merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir fait part de vos questions. Restez connectés à Explicite sur Twitter, sur Facebook. Nous allons vous faire vivre et nous allons suivre avec vous la campagne présidentielle en France, campagne 2017. À très bientôt. Bonne fin de soirée. Bonsoir.